Le Congo, c'est quoi? C'est montrer au peuple les armes pour les tuer? Ces hommes, M. Denis Sassou Nguesso, je pense qu'il est temps qu'il parte. C'est l'antonomase, comme je l'avais défini. Il est temps qu'il parte. Il était élu jusqu'en 2000. C'est malheureusement pas une qualité, mais c'est plutôt une 2031. Une malédiction. 2031. Oui, mais l'antonomase, c'est la malédiction du Congo. J'aimerais que moi, je pense qu'on entre en politique pour élever le niveau de vie et de conscience de ses concitoyens. Ça, c'est clair. C'est pour cela qu'on entre en politique. Ouais. Si on veut s'enrichir, on devient homme d'affaires, on crée les activités, on répond aux besoins des gens et on s'enrichit. C'est ça. Alors, le problème que nous, on a au Congo, c'est que les gens considèrent qu'entrer en politique, c'est pour s'enrichir et pas pour élever le niveau de vie et de conscience des Congolais. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on en revient, ça a été dit, que la dette explose encore. Parce qu'il faut quand même qu'on se le dise. C'est-à-dire qu'entre 2000 et 2012, le Congo a dégagé des excédents budgétaires qui ont avoisiné quasiment 14 000 milliards de francs CFA, des excédents budgétaires qui étaient déposés sur un compte de stabilisation des recettes pétrolières. Cet argent a disparu. Et entre-temps, en 2010, le Congo a atteint le point d'achèvement de PPTE, de pays pauvres le plus très endetté. En fait, sur 13,7 milliards de dettes à cette époque-là, en 2010, il y a 9 milliards de dettes qui ont été effacé. Donc le Congo était redevenu qu'à 2 milliards de francs, à 2 milliards de dollars de dettes. Mais aujourd'hui, ça a encore augmenté. La question, c'est tout l'argent là, ça va où? On est c'est ça, c'est-à-dire que les Congolais, et puis il faut aussi sortir un peu de la léthargie, parce que c'est bien de se plaindre, c'est bien, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités, et si on veut que les choses changent, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et l'opposition. Et pas forcément au Congo, hein, dans toute la l'opposition. Mais surtout l'opposition qui laisse faire les choses. Bon, mais la classe politique, mais de manière générale, je pense que... Oui, pardon, mais de manière générale. Non, mais c'est ce que je voulais faire comprendre. C'est les intellectuels, c'est les menus. Après, je suis désolé, mais la classe politique aussi a aussi sa responsabilité. Bonsoir à tous. Depuis l'abbé Fulbert Youlou jusqu'à Denis Sassou Nguesso, l'histoire politique congolaise a connu des ruptures, des révolutions, des coups d'État, le parti unique, le multipartisme, une guerre civile, mais aussi le pétrole, de grands travaux et des ambitions de développement. 6 présidents se sont succédés, mais un homme, Denis Sassou Nguesso, aura à lui seul occupé le pouvoir pendant plus de 4 décennies. Alors, 66 ans après l'indépendance, où en est réellement la République du Congo? Un pays riche en pétrole, en forêt et en ressources naturelles, mais où les questions d'emploi, de pouvoir d'achat, d'accès aux soins, d'éducation, d'eau, d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, continuent d'alimenter le débat. De Fulbert Youlou à Denis Sassou Nguesso, que reste-t-il des 66 années de promesses, de révolution et de pouvoir? Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au 66e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Et pour en débattre ce soir, nous recevons sur ce plateau, comme d'habitude, Lucien Pambou, bonsoir. Bonsoir, Carlyle. Maître Ben Luther, bonsoir. Bonsoir, Carlyle. Bonsoir, Guy Mafimba. Bonsoir, Carlyle. Bonsoir, Maître Brice Samba. Bonsoir, Carlyle. Merci, on part quasiment pour plus d'une heure 30 de débat. J'aimerais qu'on commence avec un peu d'histoire, Maître Brice Samba. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la République du Congo, qui nous regardent depuis un autre pays d'Afrique, quel Congo avons-nous au moment de l'indépendance? Alors, il faut dire qu'au moment de l'indépendance, nous avons un pays qui est ouvert, qui en fait a déjà la joie de pouvoir assurer la souveraineté, qui était jusqu'alors gérée par le pays colonisateur. Vous avez encore une jeune élite, qui est encore fraîchement formée et qui a des ambitions, de véritables ambitions pour pouvoir développer le pays et puis pouvoir instaurer un système politique. Parce que le plus important d'abord, c'est les institutions. Il fallait d'abord stabiliser les institutions. Il fallait un système politique aussi bien clair. Et aussi utiliser l'élite qui était encore toute nouvelle et formée à cette époque-là. Donc vous avez beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance en ce moment-là, et vous avez un système politique qui n'est pas encore, on n'est pas encore dans le marxisme-léninisme, même si déjà dans certains pays ça commençait déjà à avoir des relents, mais on n'en est pas encore là. Donc vous avez aussi un mouvement syndical qui est présent.
Donc il y a des gens qui se forment dans la lutte politique. Vous avez des Congolais à cette époque sont très politisés, et vous avez donc des revendications qui sont faites et qui vont emporter donc le premier chef d'État, le président Fulbert Youlou. Donc on aura le temps de développer tout ça, comment ça s'est passé. Mais vous avez un État qui, à la vérité, a beaucoup d'espérance. Vous avez une jeune élite qui veut vraiment servir. Et vous avez des débuts d'activité économique, mais le problème que le Congo va connaître dès le départ et qui va rester le même durant tout le temps, c'est le problème politique. C'est-à-dire que comment assurer le système politique stable, sans violence, avec une alternance au pouvoir de façon apaisée. C'est un problème qui s'est posé dès le départ et c'est un problème qui s'est posé dans la continuité et qui se pose encore même aujourd'hui, c'est-à-dire l'alternance apaisée au pouvoir. Est-ce que Fulbert Youlou, le premier président, avait les moyens de construire un État stable? Alors, je pense qu'il y avait les ingrédients, pour ça, mais il fallait d'abord stabiliser les institutions. Mais pour stabiliser les institutions, il faut un système politique qui est accepté par tout le monde. Et dans le système politique, il y a l'alternance au pouvoir. C'est-à-dire que comment on peut accéder au pouvoir, le mécanisme d'accession au pouvoir doit être accepté par toute la classe politique. Et quand ce n'est pas accepté, vous avez une manifestation syndicale que nous, on a connue comme les Trois Glorieuses et qui, au final, emporte les institutions de cette époque-là. Vous voyez? Donc on a déjà, à la vérité, un mode d'alternance au pouvoir, un changement de régime qui n'est pas passé par la voie qui a été prévue par les institutions. Donc vous avez déjà, pour la première fois, ce qu'on peut appeler un coup d'État. Voilà, s'il faut le dire comme ça, même si nous, on nous a fait comprendre ça comme étant une révolution. Voilà, donc, c'est pas votre point de vue? Alors, je pense que les historiens doivent donner leur point de vue, mais moi, je pense qu'une révolution, à la vérité, c'est un changement de régime. Bon, on peut le dire puisqu'on est passé à un système socialiste après. Voilà, donc, on peut dire que c'était une révolution parce que c'est un changement des principes qui organisaient l'État. Ce ne sont plus les mêmes principes qui organisaient l'État par la suite. Donc, on peut considérer ça comme une révolution. Voilà, mais ça n'a pas permis au projet initial de l'indépendance d'aller jusqu'au bout. Voilà, donc parce que le premier chef d'État avait certainement un projet et les élites et les cadres qui l'entouraient pour l'État, mais ces projets n'ont pas pu voir le jour puisque finalement il a été renversé rapidement. Ouais, donc juste 3 ans après. Guy Mafimba, est-ce que le Congo de 1960 était-il vraiment préparé à l'indépendance? D'emblée non. D'emblée non, pourquoi? Parce que pour se préparer à l'indépendance, il faut aller la chercher. Et raison pour laquelle, lorsqu'on parle des indépendances africaines, avec le temps, il faut se dire, et cette expression qu'on utilisait avant, moi je souscris à ça. Il y a eu des indépendances nominales, comme au Congo, chez nous, en Côte d'Ivoire, un peu partout. C'est-à-dire des indépendances où on vous donne. D'ailleurs, le référendum de, comment il s'appelle Gaston Defferre. Gaston Defferre a précédé cela. Donc c'est une indépendance nominale. Rien à voir avec ce qui s'est passé en Algérie, où les gens, ont pris des armes, sueur et larmes. Et je pense que c'est ça qui va conditionner un peu le rapport que nous avons avec nos États, soi-disant indépendants. Parce que lorsque vous avez arraché véritablement votre indépendance, vous êtes très jaloux des questions de souveraineté de manière transversale. Première chose. Deuxième chose, vous avez posé la question de savoir est-ce qu'on était prêt? On était prêt sur le plan administratif. Pourquoi? Parce que la République du Congo était la capitale de l'AEF. Ce qui fait que la tradition où les Congolais sont très administratifs, on aime tout ce qui est administration, on n'est pas souvent des entrepreneurs, vient aussi de cela, me semble-t-il. On constatera d'ailleurs que l'élite qui prend le pouvoir avant, consciemment et inconsciemment, s'est drapée dans la peau des, entre guillemets, des colons. Parce qu'il y avait une élite qui voulait se comporter comme le colon, avec voiture, avec domestique, avec autres. Au temps de la colonisation, on appelait ça les évolués. Et eux, quand ils prennent le pouvoir, il a parlé, Maître a parlé de la chute de Youlou. On a reproché à Youlou quoi? Un certain nombre d'oligarques, enfin d'hommes du pouvoir qui se comportaient comme le colon, quoi. Dépensaient sans compter et autres. Donc,
sur le plan administratif, voilà, on était très administratif, mais avec une transposition inconsciente ou inconsciente de la colonisation. Restons sur Youlou, comme vous avez évoqué. Ouais. Merci beaucoup, Guy Mafimba. Qu'est-ce qu'il représentait politiquement et pourquoi c'est lui qui prend la tête du pays en premier? Alors, Youlou, politiquement, lorsque j'ai fait le portrait de Merci Youlou beaucoup. dernièrement, ici, et merci d'ailleurs, il faut partir du principe que comment on dit ça, les catholiques, l'Église chrétienne était quasiment un courant très important, hein, parce que c'est dans les écoles chrétiennes qu'on formait généralement l'élite. Et comme Boganda, lui qui avait une posture beaucoup plus nationaliste, Youlou, formé dans les écoles chrétiennes et autres, s'est intéressé très vite à la politique. Bon, on ne revient pas sur comment il est arrivé Il est arrivé par les espèces de transfuges. En réalité, pendant la bataille pour l'indépendance, la figure la plus emblématique, la plus instruite, la plus visionnaire, c'était Jean-Félix Tshikaya. Hein. Ce n'est pas Youlou, ni Opango, ni les autres. C'est Jean-Félix Tshikaya qui était déjà dans l'Assemblée, député dans l'Assemblée française, comme d'ailleurs Houphouët-Boigny, qui était vraiment... Ministre d'État, voilà. Houphouët-Boigny. Mais maintenant, il y a eu comme des trafics d'influence. C'est intéressant. Et à cela, il faut ajouter un moment l'instrumentalisation de l'ethnie. Youlou... Tribalisme, dès le départ. Oui, il y a eu instrumentalisation des questions ethniques. Youlou, Opango, Youlou qui était considéré comme étant le leader de la partie sud, Opango de la partie septentrionale, il y avait Kingungangot, il y avait Jean-Félix Tshikaya, il y avait... Donc, il y a eu... Mais par contre, la différence, c'est qu'à un moment, il y a des coalitions qui se font. Youlou se retrouve avec, je ne suis pas un historien, mais en fait, il crée des coalitions et Youlou prend la tête, mais avec aussi la complicité de la puissance coloniale. Parce qu'on redoutait Opango. Jean-Félix Tshikaya, on n'en voulait pratiquement pas. La force n'en voulait pas. Ah non, on ne voulait pas. Pourquoi? Mais parce qu'il était beaucoup plus... il était il était député. Donc il était beaucoup plus engagé dans une indépendance réelle. Donc vous nous dites que celui qui devait être le premier président, à votre avis, c'est Jean-Félix Tshikaya. Il avait le profil pour être véritablement le premier président. S'il n'y avait pas ces combinaisons, comment on dit ça, des combinaisons plus ou moins pour l'isoler en fait. Et avec la complicité de l'administration coloniale. Parce que même lorsqu'on parle des élections, bon, on se pose beaucoup de questions si les tripatouillages n'ont pas commencé par là. Et d'où, pour ces questions ethniques, la première, entre guillemets, guerre civile, on va le dire comme ça, entre d'un côté Opango et de l'autre Youlou, avait des fondements véritablement ethniques. Heureusement que les deux, on y reviendra, Bien sûr. ont pris le... Dans le temps. Merci voilà. beaucoup, Guy Mafimba. Lucien, Maître Bizamba l'évoquait tout à l'heure, 3 ans après, son pouvoir s'effondre. Comment sommes-nous arrivés là? Et surtout, est-ce que le Congo a... En fait, ce qu'on vit aujourd'hui, la genèse, les jeunes sont dans ce premier rendez-vous manqué avec la démocratie. Oui, elle se trouve déjà effectivement dans cette période de Youlou de 60 jusqu'à 63. Mais avant d'y revenir de façon beaucoup plus approfondie, il faut dire que le multipartisme ne démarre pas en 91 à la conférence nationale. Elle démarre déjà, effectivement, au moment de l'indépendance. Ah bon? Oui, tout à fait. Même avant. Pourquoi? Avec, au Moyen-Congo, avant que notre pays soit indépendant. Donc, vous avez, en fait, les leaders ont été cités ici. Jean-Félix Tshikaya qui crée le parti progressiste congolais en 1946. Vous avez Opangold qui crée le MSA, le mouvement socialiste africain qui était associé à la SFIO en 1957. Et puis, vous avez Youlou qui crée effectivement l'UDDI, l'Union démocratique de la défense des intérêts africains. Bien. Il se trouve en effet qu'entre ces hommes politiques, il y a un combat pour occuper l'espace politique. À un moment donné, et là, je reprends ce que dit avec justesse Guy, Jean-Pierre Tshikaya, en fait... Non, Jean-Félix, pardon. Vous faites référence au fils. Jean-Félix Tshikaya rejoint Youlou.
Il rejoint Youlou, pourquoi? Comme a dit Guy, en effet, on n'en voulait pas de Jean-Félix Chikaya. On le trouvait trop évolué intellectuellement, on le trouvait trop engageant, proche. C'est pas le cas de Youlou? Proche du Parti communiste. Youlou était considéré quasiment comme une espèce de marionnette christique. Pourquoi il en soutane, en fait? Mais pour ceux que ça choque, peut-être ceux qui nous regardent, qui se disent, c'est pas au Vatican, pas du Congo, pourquoi qu'est-ce qu'il fait en soutane? C'est un abbé. Et qui était prêtre. Oui, il était prêtre. Donc on ne voulait pas, effectivement, de Jean-Félix Chikaya. Donc, le fait que Youlou ait pris Jean-Félix Chikaya contre Opango, effectivement, ça a été pour la France de la bénédiction. 58, c'est quoi? 58, bon, c'est à Pointe-Noire, ça s'est passé. Moi, je suis de Pointe-Noire et j'ai vécu ça enfant, d'une certaine manière. Eh bien, il y avait une guerre ouverte entre qui? Entre ce qu'on appelle, qui sont les Laris de Youlou et, effectivement, ce qu'on appelait vaguement les Mochis de Opango. Qu'est-ce qui s'est passé? Les alliances ont commencé là, à ce moment-là. Opango a rejoint, Jean-Félix Chikaya a rejoint Opango contre Youlou. Et vous avez des villes qui ont protégé les Mochis. Les alliances que vous voyez maintenant aujourd'hui, ça date de très très loin. C'est pas d'aujourd'hui. Alors, la question fondamentale, en effet, c'est que ce modèle-là, politique, a explosé. Et je réponds à votre question, Carly. Pour moi, il y a eu un coup d'État. En 63. Oui, alors, 63. C'est pas une révolution. Non, c'est pas une révolution. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État politique. Mes amis ici ont précisé sur le rôle que jouaient les élites politiques, intellectuelles, un certain nombre, effectivement, de jeunes gens, effectivement, nourris à la sauce, je dirais, révolutionnaire. Plutôt syndicalistes que révolutionnaires au début. C'est après qu'ils deviendront, effectivement, des révolutionnaires. Mais ils étaient avant tout syndicalistes. Alors, Youlou a tout volé, d'où, effectivement, les trois glorieux, ok? Et donc, Youlou est parti. Et, je m'arrête là pour faire circuler la parole, Youlou, en effet, ce qui s'est passé de 60 à 63, qui arrivera jusqu'en 70, d'accord, traduit cette violence politique qu'il y a dans notre pays et qui continue aujourd'hui. Maître Ben Luther, bon, les historiens continuent d'utiliser l'expression révolution, et quand tu travailles sur le Congo, on parle de révolution marxiste. Oui. Enfin, aujourd'hui, quel est l'héritage? Et surtout, est-ce que ce moment-là, je dirais, a contribué à fragiliser la construction des institutions congolaises? Juriste. Je dirais bien avant, avant même ce mouvement-là. Mais j'aimerais d'abord revenir un peu sur le président Youlou. On le sait tous, c'est quelqu'un qui n'existait quasiment pas en fait dans l'arène politique. On va dire quoi, à peu près 4 à 5 ans avant les indépendances. 4 à 5 ans avant les indépendances. On sait qu'au Congo, les premières élections datent de 1946. C'est des élections, en fait, qui permettent aux Congolais de désigner leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale française. Donc, en l'occurrence, Jean-Félix Chikaya. Et en 1947, on a eu des élections territoriales, où M. Chikaya était opposé à Opango. Et d'ailleurs, M. Chikaya avait remporté largement ces élections. Donc on avait ces deux figures emblématiques de la politique congolaise au départ. Alors là où l'ancien président Youlou rentre dans l'arène politique, c'est en 1956. En 1956, il y a eu organisation des élections municipales. L'idée étant d'élargir en fait le suffrage au niveau local. Et il y avait 37 sièges, il en a remporté 23. Il en a remporté 23 sur les 37. Tchister, Chikaya, on a eu 3. Opango, 11. Finalement, Tchister... pardon. Bon, le salut passe. Le trésor, vous comprenez aussi l'idée de son père. C'est ça. Oui, c'est ça. Bon, peut-être c'est lié au fait aussi que je sois trop jeune pour... Voilà, c'est lui qui est dans mon esprit. Donc, M. Chikaya, je vais dire ça comme ça, a eu 3 sièges. Opango, on a eu 11. Et Youlou, on a raflé les 23. Vous voyez, 23 sièges. À partir de ce moment, ça lui donne de l'épaisseur politique. Ça lui donne de l'épaisseur politique, ça lui donne de la taille politique. Et donc, quand on arrive en 58,
l'Assemblée nationale à ce moment-là, qui d'ailleurs va s'ériger en Assemblée législative, va le désigner comme étant chef du gouvernement, tout simplement. Chef du gouvernement. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il devienne, juste en 1958, on proclame la première république du Congo. Donc 2 ans après, il devient président. Entre parenthèses, la période de 1959, où il y a eu la guerre civile entre Opango et Youlou. Bon, la cause, c'était quoi? C'était que Opango avait gagné, me semble-t-il, les élections d'une seule voix. Et donc Youlou a dû corrompre Georges Yambo, me semble-t-il, voilà, en lui promettant de lui acheter un congélateur, hein, c'est ce que les historiens racontent. Pour être dans le monde des évolués. Exactement. Donc il a été corrompu. Et c'est d'ailleurs là même le début de la corruption. Vous voyez qu'on a toutes ces crises-là, ou même le problème de la corruption endémique, en fait, depuis congénital. Voilà, congénital, en fait, voilà. Et donc, alors, quand il arrive, on proclame les indépendances, etc., et le doyen, il a bien dit que ce n'était pas une indépendance où il a été chercher l'indépendance, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, quand on voit les déclarations de Gaston Defferre, ou même du général de Gaulle, qui fait une déclaration disant par exemple que je donne l'indépendance à tous les États qui veulent, puisqu'on était dans la communauté française d'Afrique. Je donne l'indépendance, mais ça sera juste une indépendance politique. Une indépendance politique. Pour preuve, on continue à payer des taxes liées à la colonisation, etc. etc. Donc, à la vérité, ce n'était pas une indépendance révolutionnaire, une indépendance qui était fondée véritablement sur des idées proprement, on va dire, tel que ça se dit, tel que ça peut se concevoir. Voilà. Donc, en 60, quand il prend la tête du pays, et vous l'avez dit, il s'habillait d'ailleurs en soutane Louis Vuitton, me semble-t-il. Tout à fait. Cela, c'est une légende. Voilà, il y avait une espèce comment dire, d'oligarques, des gens qui l'entouraient, qui détournaient un certain nombre de fonds publics, etc. Il faut relativiser. Oui, je relativise, mais à la vérité, il y avait ça parce que les ouvriers, la classe ouvrière souffrait. C'est ce qui a conduit même à la révolution, qui était initialement syndicaliste, cette révolution, initialement syndicaliste, mais qui, par la suite, après, d'ailleurs, même l'armée avait refusé de en fait, il y avait un régiment des militaires français et le président, en fait, la France a pris la décision de ne pas intervenir. De laisser faire. Voilà. Okay. Donc, l'armée, en vérité, on peut dire que cette époque-là a soutenu cette révolution initialement populaire. Et il faut, pour les besoins de l'histoire, parce que les jeunes qui nous suivent, il y a 2 officiers qui ont joué un rôle important, 3 officiers, je voulais dire. Les 3 martyrs. Non, les 3 officiers qui ont joué un rôle pour ne pas tirer aussi sur les populations. Il y avait le actuel colonel Moussa Bakani, Mouchaka, le colonel qui est décédé, et le président Yombi Opango, à l'époque, il est le commandant de la première compagnie congolaise. C'est-à-dire la première compagnie congolaise aux côtés du régiment français qui était là. Et pour les besoins d'histoire, comme j'ai eu la chance de le côtoyer... Mais justement, messieurs, est-ce que cette révolution congolaise, permettez-moi de reprendre le thème historique, a installé durablement l'armée au cœur du pouvoir congolais? Oui, je voudrais répondre sur ça. Et révolution, c'est de la falsification de l'histoire. Pour moi, il n'y a jamais eu de révolution. Il faut que les jeunes nous écoutent, il n'y a jamais eu de révolution. L'histoire du Congo doit être réécrite de bout en bout. C'est des revendications salariales syndicalistes avec des grands syndicats, syndicalistes qui souvent étaient affiliés à des syndicats français qui ont dénoncé les privilèges ostentatoires de la fameuse élite qui voulait se comporter comme le colon. Mais en réalité, ce n'était pas pour des questions. Et puis, en plus de cela, il y avait aussi, comment je peux dire ça, l'intention du président Youlou de ramener le pays à un système mono. En fait, il y a un certain nombre de ses conseillers qui lui ont dit non, il faut ramener au système mono. Mais pour ne pas m'étaler, là, on parle de Youlou politique et autres. Mais le Youlou, en 3 ans,
en termes de vision, c'est extraordinaire. Moi, je prends souvent l'exemple du président Lissouba, qui est en train de présenter sa thèse de doctorat ici, le président Youlou qui va le chercher. Je prends l'exemple des gens comme les Sassou Nguesso et les autres qui ont été envoyés en formation grâce à Youlou. Je prends l'exemple de Yombi, qui est le président de la première compagnie. Donc, ce qui pouvait être une espèce de posture ethnocentriste, il ne l'a pas eu. Il n'était pas tribaliste, lui. On ne peut pas dire ça. Il y a toujours des têtes. Ouais. Mais les actes qu'il a posés, lorsqu'on voit d'autres chefs d'État, il faut le souligner. On aura l'occasion de revenir dans les détails. Et donc je terminerai. Ça, c'est important. Mais je vais poser une question parce que est-ce que la révolution congolaise a installé durablement l'armée au cœur du pouvoir congolais? Oui, mais en fait, moi, j'aimerais quand même qu'on précise le terme de révolution. Parce qu'on a parlé de révolution a posteriori. C'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations. Quand ça aboutit à un renversement du régime, on a parlé de révolution. Pourquoi? Parce que comme il fallait amener le Congo vers un système socialiste, et comme dans le mythe, dans la construction du système socialiste qui était en cours, le slogan c'est la révolution, vous voyez? Donc parce que ça fait partie du narratif. Voilà, pour pouvoir faire comprendre aux masses que nous sommes passés d'un système qui se voulait libéral, puisqu'on a reproché au président Youlou d'être un libéral, quelqu'un qui ouvrait le marché économique, etc. Et donc il fallait amener le pays sur un système plutôt qui serait un système économique marxiste-léniniste, un peu socialiste, à la vérité. Et donc pour pouvoir asseoir ces narratifs-là, il fallait faire comprendre que le changement de régime était une volonté populaire de la masse. Voilà. Alors que, à la vérité, les manifestations, c'était des manifestations syndicales, adoubées peut-être au niveau circonscrit au niveau de Brazzaville. Hein. Donc, on peut dire que c'est le centre, mais même à Brazzaville, c'est pas tout Brazzaville. C'était une Bakongo, Makelekele, un peu Mungali, qui était mobilisée. Non, c'est parti de tous les coins. Voilà, c'est ça l'avantage de cette fameuse contestation. Hein. Voilà, parce que tu avais les syndicalistes comme le vieux, pas encore, le vieux, j'oublie le nom. Ils se sont rassemblés du nord au sud, de l'est à l'ouest pour... Mais ils n'avaient pas vocation à renverser le régime. Non, ça dit qu'au départ, c'était pas ça. Au départ, c'était des revendications salariales pour pouvoir améliorer la situation des ouvriers. Et puis par la suite, il y a eu certainement des récupérations politiques qui ont voulu que le régime tombe, en fait. Et vous avez un chef d'État, le président Youlou, qui est quelqu'un qui aime le pays. C'est un républicain, dans la mesure où il aurait pu s'est fondé sur la fibre ethnique et puis mobiliser les ascendances. Je pense qu'il a fait parce qu'il n'a pas eu... Attendez, monsieur, attendez, il termine. Oui, mais il a fait un discours que nous tous nous connaissons, un discours en lari, en langue vernaculaire, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les Congolais d'ethnie lari ne l'ont pas suivi. Exactement. Voilà. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à cette époque-là, on constate déjà qu'au niveau des populations, il y a un sentiment national et républicain. Donc on peut aujourd'hui constater que on peut avoir des, je dirais, on peut que s'offusquer de voir que ces sentiments nationaux que les Congolais d'ethnie lari ont manifesté au temps de Youlou pour manifester contre un de leurs, qui lui-même était lari, du Poul, ils ont manifesté jusqu'à sa chute. Et vous avez monsieur Mafimba a cité les noms des militaires qui ont joué un rôle. Vous avez un militaire, Bouzabakani, qui est lui-même du Poul aussi. Les deux, Mouzabakani et Mouchaka. Voilà, qui sont du Poul les deux. Mais ils se sont mobilisés pour que le président Youlou du Poul lui-même et Lari lui-même puissent tomber. Vous voyez? Donc vous comprenez qu'à cette époque, on peut parler de tribalisme, mais on comprend que vous avez quand même au sein des populations Lari de cette époque un sentiment national et des intérêts de la République. Vous avez des officiers d'origine Lari qui sont républicains. Et aujourd'hui, c'est triste à dire, on ne le voit pas aujourd'hui. Et Massamba Déba qui va se succéder, c'est bien ça? Le président Massamba Déba qui va se succéder. Qu'est-ce qu'on retient de lui? Alors, qu'est-ce qu'on retient du président Massamba Déba? Je pense que, pour mettre un peu en déport par rapport à mes amis, le modèle socialiste n'est pas arrivé tout de suite. Il y avait chez les élites, bien entendu, ce qu'on appelle les intellectuels, ce sentiment effectivement qu'on pouvait changer de régime, changer la façon de vivre ensemble de manière collective. Un certain nombre d'entre eux avaient lu ou avaient fait des études en URSS et donc sont revenus au Congo avec cette idéologie, cette doctrine.
progressivement, le président Massamba Deba a créé un mouvement, c'est le MNR, le Mouvement National de la Révolution. Ce Mouvement National de la Révolution, c'est quoi? C'est simple. Comment, en fait, on pose les bases d'un socialisme naissant, d'une collectivisation naissante. Alors, à juste titre, on verra que ce mouvement, au départ de Massamba Deba, au départ donc du pouvoir de Massamba Deba, il deviendra un socialisme scientifique créé par effectivement Ngouabi et récupéré à sa mort par le président Sassou. Ben oui. C'est le président Ngouabi, il faut que les gens le sachent, qui a créé effectivement le Parti congolais du travail. Bien, je reviens sur M. Massamba Deba. Avec Massamba Deba, il y a eu un début, effectivement, je dirais, d'industrialisation du Congo. Il y a eu, en effet, un début de réflexion sur l'agriculture, sur l'industrie. Donc, il y a eu des entreprises dites coopératives, collectives, etc., où chaque Congolais avait bien l'impression d'appartenir en fait au Congo sans ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui du nord, du sud, etc. Vous aviez des coopératives qui travaillent comme à Kinshasa, le textile et d'autres, et qui donnaient à espérer, à faire espérer aux Congolais qui pouvaient avoir un emploi grâce justement à ce système-là. Ce système donc a pris fin de manière très très brutale parce qu'il y a eu un débat fort, une inimitié entre une faction de l'armée et effectivement le président Massamba Deba. Le président Ngouabi avait été emprisonné par le président Massamba Deba. Celui-ci, le président Ngouabi, a été libéré par l'armée et bon, qui après, à un moment donné, avec des confusions, a fait un coup d'État, a pris donc ce pouvoir-là. Il faut quand même se souvenir que M. Lissouba était Premier ministre, je pense, de M. Le premier Premier ministre. Le Premier ministre de M. Massamba Deba. Donc pas le seul, oui. Le Premier ministre de M. Massamba Deba. Donc, on voit bien que Massamba Deba, on peut lui reprocher, bon, on sait comment il est mort, hein, il a été assassiné, etc. Bon, bref, l'histoire retient que c'est un peu compliqué à démêler, même si on dit que c'est le président Sassou qui serait responsable, etc. Rien n'a été démontré de façon très très formelle. Voilà. Maître Belluther, et vous? Alors, sur le président Massamba Deba, je dirais peut-être oui, c'est un vrai patriote à la vérité. Mais quand il arrive au pouvoir, donc il succède au président Loulou, il crée donc ce mouvement, le MNR. Et ce mouvement qui, par la suite, va aller vers un parti unique. Il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Donc, en fait, on passe du multipartisme au parti unique. C'est sous Massamba Deba. Tout à fait. Bien sûr. C'est sous Massamba Deba où on va assister donc au monopartisme. Et donc, quelles sont les raisons évoquées? Les raisons, c'était de cristalliser en quelque sorte ou de renforcer, de solidifier ce socialisme en fait, socialisme de Bontou d'ailleurs. Tout à fait. Bontou. Et donc, et au sein donc de ce système, il va y avoir un peu de déchirement entre le pouvoir révolutionnaire donc civil et le pouvoir révolutionnaire militaire, une fraction de l'armée qui avait d'ailleurs conduit à l'arrestation du président Marien Ngouabi, qui ensuite a été libéré par le Conseil national de la Révolution. Et je crois que c'est d'ailleurs même à partir de là que l'on va assister en fait à une succession politique où l'armée devient quasiment l'arbitre en matière politique, etc. jusqu'à, on va dire... C'est quoi, c'est une régulation militaire qui se met en place après? C'est une régulation militaire qui se met en place. Alors, régulation, je ne sais pas. Ça, c'est un terme... Qui fait disparaître les partis politiques, en tout cas. C'est un terme... En tout cas, il n'y avait plus de... À la vérité, il n'y avait plus... On nous dit régulation militaire. Il y avait plus... On va dire régulation politique. Pour réguler quoi? Il n'y avait plus de partis politiques. Je vais... Pardon, Ben. Je vais terminer. Il n'y a pas de souci. Donc, je disais quoi déjà? Non, pardon. En fait, ce qu'on peut retenir, en tout cas, au-delà de ces aspects, ce qu'on peut retenir du président, et ce que je trouve de positif, hein, du président... Il y a aussi du négatif ou pas? Massamba Deba, il y a du négatif. Il faut dire un peu. Il n'est pas là pour faire que des éloges ici. Ce que je viens de dire, par exemple, le fait d'avoir quitté le multipartisme pour aller vers le monopartisme, mais ça nous a conduit... Il a freiné la construction de la démocratie. Ça nous a conduit à ce que... Ça a permis à ce que les militaires... Il finit, messieurs. Allez-y, terminez. Ça a permis à ce que les militaires puissent décider un peu de la chose politique au Congo. Mais ce que je peux retenir de lui, c'est que c'est quelqu'un qui a réellement
construire, notamment la ville de Brazzaville. Ce qu'est la ville de Brazzaville aujourd'hui, notamment en termes juste de l'urbanisation, de l'urbanisme. Ça a commencé avec Youlou. Bon, en tout cas, lui, il a vraiment renforcé. Et avec un gouvernement de 7 ministres sous le président Lissouba. Et donc, c'est des gens, 7 ministres qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont vraiment travaillé pour essayer de mettre le pays sur les auspices de l'industrialisation, etc. Voilà. Oui, Youlou, Massamba Deba, première chose, nous sommes dans le contexte de la guerre froide. N'oubliez pas ça. Donc Youlou qui tente un mono, il est renversé pour cette raison. Et c'est Massamba Deba, quand il arrive, Massamba Deba, il a dit tout à l'heure, c'est 2 officiers, Mouchaka et Mouzabakani, qui auraient pu prendre le pouvoir, mais qui sont partis prendre le président de l'Assemblée de l'époque, Massamba Deba, pour le mettre au pouvoir. Mais l'armée, par rapport à ta question de tout à l'heure, l'armée a commencé déjà à s'intéresser à la chose politique. Donc Massamba Deba arrive, je répète pas ce que les autres ont dit, il crée le mouvement MNR. Sur le plan politique, il crée le mouvement MNR, mais ce mouvement MNR a d'essence maoïste. C'est-à-dire, et c'est Massamba Deba qui est le premier à avoir reconnu, parmi les pays africains, qui reconnaît la Chine de Mao, ce qui fait que nous avons signé un partenariat stratégique avec la Chine. C'est ce qui, sur le plan économique, a permis au Congo de se bâtir ce tissu industriel dont l'architecte est le Premier ministre et Pascal Lissouba, doté de son expérience et de son expertise. Maintenant, très vite, au sein du MNR, il y a 2 courants. Un courant maoïste et un courant plus ou moins socialiste, parce que... Socialiste scientifique. Socialiste scientifique, voilà. C'est ce qu'il disait. Alors, socialiste bantou, socialiste scientifique. Et le président Massamba Deba commet la maladresse, ce que tu disais tout à l'heure, comment je peux dire, de ce qui est préjudiciable. Autant les premières violences politiques ont commencé avec Youlou, avec la traque des matuanistes, autant la deuxième séquence des violences politiques commence sous Massamba Deba avec l'assassinat de 3 hauts fonctionnaires. Et puis la Juménère. Voilà. La Juménère. Et il crée la Juménère, la défense civile. La Juménère, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? La Juménère, c'était comme une milice. C'est-à-dire au-delà de l'armée, l'armée qui était là, ils ont créé ce qu'on appelle les mouvements de jeunesse, mais armés, mouvement national de la Révolution. Armés, formés par les Chinois, dotés en armes plus sophistiquées que l'armée. D'où la colère de l'armée régulière, dont est issue des officiers formés à Saint-Cyr et autres. Des officiers qui ne pouvaient pas comprendre que des civils se retrouvent avec des armes en train de traquer, et là, sur des questions plus ou moins ethniques. Parce que pour eux, Massamba Deba, qui est Congo, commençait à s'en prendre à Delari, pourtant du pôle. Commençait à s'en prendre à d'autres. Il y avait deux figures, comment ils s'appellent, Kasso et Mabouaka. C'était 2 grandes figures. Moi, mon père, je me souviens, lorsqu'il débarquait dans le quartier, il commençait à pleurer, quoi. Ah, ils vont vous prendre. Ah oui, ils vous torturent. Ils ont fait des choses extraordinaires. D'où l'armée prend conscience que ça ne peut pas se passer comme ça. Et l'armée, c'est Ngwabi, c'est les Mouchaka, et c'est aussi, le nom m'échappe, ça va me revenir, les Kimbola Kaya et autres, souvent formés à Saint-Cyr, qui pensent qu'il y a une dérive à la fois autoritaire, déjà c'était très autoritaire, mais surtout une dérive en termes d'exaction. C'est comme ça que les 2 coulants vont s'affronter, les 2 coulants, et dans l'armée et en politique. D'un côté, Marien Ngwabi avec ses amis politiques comme les Noumazalaï, les Souba et autres, et le président Massamba Deba, plus ou moins isolé, et les 2 faits marquants, je termine par ça, qu'il faut souligner en lettres d'or. Le président Youlou en difficulté accepte sa démission et démissionne. Ça, c'est important. Autant malgré le fait qu'il y a eu des violences avec les matuanistes. Le président Massamba Deba est mis en minorité.
il n'a pas cherché à dire on va commencer à se taper dessus. Il a démissionné. Ce sont les deux qui ont Les démissionné. seuls dans l'histoire constitutionnelle. Ça, c'est important. Ok. Ils ont démissionné parce que dans le cadre du système du centralisme démocratique, comme ils appelaient à l'époque, le parti unique, on te met en minorité, ben, tu démissionnes, ils ont démissionné. Et Massamba Deba est reparti tranquillement dans son village. Youlou, malheureusement, avait pris le chemin de l'exil. Voilà. Impossible de comprendre le Congo contemporain sans revenir sur Marine Ngouabi que vous avez évoqué tout à l'heure. Et j'aimerais faire une petite anecdote, enfin, je peux donner des coulisses d'un tournage parce que vous avez évoqué le portrait qu'on avait enregistré ici. Au moment où on a enregistré le portrait de Marine Ngouabi, les écrans se sont tous refusaient de s'allumer. Je ne sais pas pourquoi. Mais on a réussi à faire le portrait quand même. Ben oui. L'émissaire de l'Afrique. Maître Brizamba, pourquoi il continue d'occuper une place particulière dans l'imaginaire politique congolais, je dirais même africain? Merci à Romain. C'est très beau l'image qu'on a. Oui, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le président Marine Ngouabi, c'était un moment de rupture déjà. C'est un moment de rupture parce que vous avez pour la première fois un militaire qui prend les rênes de l'État. Voilà. C'est ce qui ne se faisait pas avant. Bon. Donc vous avez, comme ça a été indiqué, en fait c'est l'aboutissement d'un processus de lutte de pouvoir entre les tenants de ceux qui voulaient en fait que l'armée soit au centre de tout et non pas qu'on délègue les prérogatives de l'armée à une milice, mais que l'armée puisse assurer toutes ces prérogatives et qu'on passe d'un socialisme bantou qu'eux ils considéraient que c'était en fait une sorte d'abattardisation de la révolution et que la véritable révolution elle devait être scientifique ou ne devait pas l'être. Donc vous avez ceux qui se considèrent comme des marxistes-léninistes purs et durs, donc pour le socialisme scientifique, et donc Marine Ngouabi porte un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il incarne à la fois cette ligne, c'est-à-dire que du socialisme scientifique, mais le socialisme scientifique, lui, il portait, il y a quand même une particularité, parce que c'était quelqu'un qui était sincère dans les idéaux qu'il portait. C'était quelqu'un qui était dans une démarche sincère. Ce n'était pas une posture, mais c'était une démarche sincère. Donc c'était quelqu'un qui, par exemple, était pour la souveraineté. D'une part. Donc la souveraineté économique, puisque à cette période-là, il faut aussi dire qu'on commence à faire des explorations et à découvrir le pétrole au Congo. Vous voyez, donc le président Marine Ngouabi, pour parler avec Elf à cette époque-là, porte vraiment les intérêts du pays. Il veut que le partage puisse se faire à l'avantage de l'État congolais. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, d'une part, veut poser vraiment les prérogatives de l'État congolais et qui est sincère dans la démarche, je dirais, marxiste. Hein. C'est-à-dire que, mais bon, il faut dire qu'il y a aussi un slogan qu'ils mettent en avant, c'est que le pouvoir est au bout du fusil. Hein, c'est le slogan à l'époque. Donc ça veut dire que le pouvoir n'est plus au bout des urnes. Le slogan. Le pouvoir n'est plus au bout des urnes, mais au bout du fusil. Donc ça veut dire que c'est l'armée qui est au centre du pouvoir. Si tu n'es pas un militaire, tu ne peux pas espérer diriger le Congo à cette époque-là. En tout cas, sous le règne du PCT, hein, parce que c'est le fondateur. Il dirige le PCT. Donc c'est une figure qui est intéressante parce que vous avez quelque part, c'est un putschiste, oui. On peut le lui reprocher, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui est aussi dans une démarche sincère de souveraineté qu'il faut mettre à son actif. Parce qu'il veut défendre les intérêts de l'État congolais vis-à-vis d'Elf, au niveau du partage de pétrole. Et vous avez quelqu'un qui est aussi dans les contradictions des gens avec lesquels, en fait, des gens qui soutiennent, qui sont vraiment les piliers de son régime. Parce que quand arrive le moment il y a des difficultés de gestion de l'État, le président Marine Ngouabi, ce n'est pas un extrémiste. C'est pas un extrémiste. Il n'hésite pas à prendre langue auprès du cardinal Émile Biaïnda pour prendre conseil. Il n'hésite pas à convoquer l'ancien chef d'État Massamba Deba au palais pour prendre conseil. Donc c'est quelqu'un, à la vérité, qui est ouvert à toutes les solutions pour régler le problème qui se pose, les contradictions que l'État connaît. Voilà, bon, je pense que c'est cette ouverture-là qui a été un peu la cause de sa chute ou de sa perte. Hein. Voilà, de sa perte, parce que les extrémistes de son clan, donc du clan au pouvoir, ont cru que le président Marine Ngouabi allait démissionner comme les autres. Vous voyez, puisqu'on a parlé de 2 chefs d'État qui ont démissionné, ils ont cru que lui aussi il allait démissionner pour remettre le pouvoir à Massamba Deba. Donc après, le reste, c'est un débat. Hein. Donc je ne veux pas m'affirmer. Le reste, c'est un débat. Ce qui s'est passé concernant la mort du président Marine Ngouabi, la conférence nationale souveraine au Congo, on a parlé.
Il y a eu des travaux qui ont été faits, il y a eu une commission assassinat qui a rendu un rapport. Donc on sait, selon la conférence nationale, on sait qui sont un peu ceux qui ont joué un peu sur sa mort. Mais pour garder des leçons, on voit bien qu'on peut être un putschiste, on peut être un militaire, mais on peut aussi avoir le souci de défendre les intérêts de son pays. Donc ça n'exclut pas. C'est pas incompatible. Voilà, mais à partir de là, les militaires au Congo ont considéré qu'ils avaient leur mot à dire. Ah justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que c'est à cette époque-là que se construit durablement la relation entre l'armée, le parti et l'État? Oui, mais c'est-à-dire que vous avez un parti-État. Donc à partir de ce moment-là, vous avez un parti-État. C'est-à-dire que le parti contrôle tout. Si vous n'êtes pas membre du comité central du parti, vous n'êtes rien. Je vous le dis, vous n'êtes rien. Et donc, vous avez le parti qui contrôle l'État, le parti qui contrôle l'armée, et c'est au sein de l'armée, vous avez un groupe de gens qui tiennent les piliers du pouvoir. Donc, l'alternance s'est faite entre eux, en fait. Donc, et ça, c'est un modèle, on en arrivera peut-être, mais aujourd'hui, je dirais que c'est quasiment le modèle qui tient toujours au Congo. Où vous avez un parti qui contrôle l'État, qui contrôle l'armée. Ce qui a entraîné la perte du président Ngouabi, c'est la même chose qui a entraîné la perte de Lissouba. Je m'explique. C'est-à-dire que cette intégrité, cette volonté, en fait, de défendre la souveraineté congolaise, la souveraineté nationale, les intérêts congolais. Et ça, on peut le dire sans trop se tromper, des grandes entreprises pétrolières comme F ne l'ont pas accepté. C'est pour ça, regardant la chose de très loin, ils ont préparé ce qu'ils ont préparé. C'est-à-dire pas un coup d'État, mais l'assassinat politique du président Marien Ngouabi, qui était considéré comme étant trop souple, et donc la partie dure du PCT et de l'armée a dit ça ne peut pas se faire. Trop souple, pourtant il disait que le pouvoir au bout du fusil. Oui, mais peu importe. Non, dans les relations humaines, j'allais dire. Ok, peu importe. Bien. Et donc, on ne pouvait pas laisser le président Marien Ngouabi aller jusqu'au bout de ses rêveries, ce qu'ils appellent eux des rêveries. Bien. Ils avaient conquis le pouvoir ensemble, il fallait le garder ensemble. Or, lui voulait faire des ouvertures. Et c'est là où la notion de parti-État, effectivement, où c'est le parti qui dirige l'État qui dirige l'armée, devient très important. Lui qui a créé le Parti congolais du travail se relâche. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le virer, il faut l'éliminer. Tout simplement. Et une partie, justement, des coups d'État dans notre pays, au Congo, passe justement par l'élimination des hommes, surtout les hommes qui défendent les intérêts du Congo. Maître Bellutter. Le président Marien Ngouabi, un véritable défenseur des intérêts du pays, quelqu'un qui avait le sens de l'intérêt supérieur de la nation et qui ne travaillait que pour le peuple, à la vérité. Et d'ailleurs, quand il crée le PCT, on se souvient du slogan du PCT à l'époque, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Vous voyez, donc c'était des idées assez... c'est le même slogan aujourd'hui. Assez... Bon, aujourd'hui... voilà, tout pour le peuple. Mais à l'époque, ça avait un sens. Tout pour nous, rien pour le peuple. À l'époque, ça avait... ce slogan avait un sens parce qu'on voyait que tout le monde se mobilisait véritablement pour l'intérêt du peuple. D'ailleurs, il faut le rappeler que le président Marien Ngouabi, je ne sais même pas s'il a laissé une parcelle à Brazzaville, je ne sais pas. Deux parcelles. Deux peut-être, mais de rien du tout. Parfois même pas construit, il n'y a même pas de maison, etc. Sa maison, passez-moi le terme, mais enfin, passons parce que ça fait... Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui était là pour servir, Pourquoi ? Parce qu'il part du postulat qu'il a fait une révolution, j'appelle une révolution militaire. Et donc, il faut qu'en quelque sorte, il arrive à changer la condition du peuple pour qu'il soit accepté. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Justement, ça m'a toujours surpris. Excusez-moi, je peux peut-être vous choquer, mais pour moi, le premier président congolais, c'est Marien Ngouabi. On n'en parle pas des autres. Comme si l'histoire du Congo commence avec Marien Ngouabi. Et on en parle. Et moi, parfois, quand je vais même sur YouTube, j'essaie de taper son nom, je vois les vidéos, etc. Ça me fait des frissons, ça me fait plaisir de le voir comme ça. Vous voyez, de voir comme ça. C'est quelqu'un qui a aussi renforcé un peu notre armée, etc., puisque militaire qu'il était. Et il faut aussi le rappeler que
puisqu'il travaillait pour l'intérêt supérieur de la nation, puisqu'il travaillait pour le peuple, et donc le doyen ici l'a dit, donc il était devenu un homme à battre à partir du moment où déjà il est parti s'allier avec l'URSS. Vous voyez? Donc tournant le dos à l'Occident, on va dire ça. Donc il était devenu un homme à battre à partir du moment où il voulait négocier, et mon cher confrère l'a dit, sur les questions de pétrole, etc. Il voulait que le Congo ait vraiment une main sur ses ressources, etc. Et donc il a échappé à 9 coups d'État avant sa mort. 9 coups d'État, donc le 10e, le doyen pourra me corriger si je dis des bêtises. Donc le dernier a été fatal. Vous voyez, il en a échappé à 9. 9 coups d'État. Donc, et quand il est tué, assassiné en 77, et on a vu qu'il y a eu une espèce de comité militaire du parti, qui a pris les rênes du pays. Et depuis là, l'armée a eu une emprise en fait sur le pouvoir politique. Donc chaque président a un peu contribué à renforcer le pouvoir de l'armée au sein de l'administration. Mais on va aller un peu plus vite, messieurs, parce qu'il y a quelque chose de plus intéressant. C'est celui qui règne depuis près de 4 décennies. C'est là qu'il arrive. J'ai beaucoup de choses à dire quand même sur Ngouabi. Comme vous avez fait un portrait de si alors c'est important. En 5 minutes, c'est important. Politiquement, parce que pour répondre un peu à des questionnements, c'est un entrepreneur politique. S'il vous plaît, c'est un entrepreneur politique. Ça veut dire quoi? Un entrepreneur politique, il arrive, parti État, et il se met à implémenter ce qui se faisait déjà en Union soviétique un peu. Nous sommes dans le contexte de la guerre froide. Toujours sur le plan politique, Maître le disait tout à l'heure, il a échappé au premier coup d'État 70 avec Kinshasa, mais qui est plus ou moins parti de Kinshasa parce que c'était le pays voisin qui était sous le contrôle de la CIA. Et nous, on était dans le contraire du bloc soviétique. Après, c'est Diawara, 72. 72, mais Diawara, c'est en interne, conflit interne. Mais les prochains coups d'État sont importants, mais il faut souligner une chose, 73, pour comprendre ce qui s'est passé avec Ngouabi. 73, il y a quoi? Il y a la crise du pétrole. La France revient en première ligne avec comme ligne de, enfin comme focus sur le Congo. Pourquoi le Congo est producteur de pétrole? Il y a des traces. Et le président Ngouabi, on le dit passer, Alfred Raoul, un polytechnicien, l'un des premiers polytechniciens congolais, le général Alfred Raoul, c'est lui qui mène les négociations à Paris. Et je me souviens, je lisais... Qui a d'ailleurs assuré l'intérim voilà, après Massamba. Voilà. Les experts d'ELF se retrouvent avec un négociateur qui est aussi mieux outillé que eux. C'est là où ils commençaient à se dire non, Marien Ngouabi, là, il devient dangereux parce qu'il ne nous envoie pas comme on dit, des tocards, entre guillemets. Voyez-vous? Donc, sur le plan politique, c'est déjà un entrepreneur. Maintenant, sur le plan économique et autres, industriel, mais il y a un problème aussi qu'il faut le dire, c'était un homme atypique. J'ai un exemple. Je suis au collège Louis Février, on finit les cours, on va à Monoprix à côté, on voit débarquer qui? Marien Ngouabi, avec son seul garde-corps, comme il se promenait, comme par hasard. C'était mon oncle, comme par hasard. Enfin, c'est mon oncle, le général Golondele. Il vous touche. Oh, les enfants, qu'est-ce que vous faites? Il était atypique. Vous pouvez être là en train de préparer vos devoirs. Il passe dans la rue, il s'arrête, il vous encourage. Ce monsieur, vous pouvez le voir en train de faire le footing avec qui que ce soit. Donc, c'est ça qui un président normal. C'était un président plus que normal. Il y a une autre dimension, je termine là-dessus. Pourquoi on parle beaucoup de Marien Ngouabi, pas d'autres? Mais parce que Marien Ngouabi, c'était un idéaliste. J'avais parlé des carriéristes et idéalistes. On reviendra sur les carriéristes. Un idéaliste, pourquoi? Marien Ngouabi s'est approprié la lutte contre la libération des peuples encore sous la botte du colonialisme. En Angola, en Namibie, en Mozambique, en Afrique du Sud, les bases arrières des mouvements de libération étaient à Brazzaville. La SWAPO, le MPLA et autres. Donc, c'est un homme qui a tellement embrassé que, il s'est fait des ennemis à travers la puissance coloniale, la France, mais je ne reviens pas à ce qu'a dit tout à l'heure Lucien, et en interne, parce que en interne, il y avait beaucoup plus de carriéristes, beaucoup plus de gens qui voulaient faire carrière, qui voulaient s'enrichir, alors que lui-même, c'était un homme
En fait, il était dans une démarche sincère. Et je peux vous dire, voilà, une démarche sincère. Et puis je peux vous dire que de Youlou à Massamba Deba jusqu'à Ngouabi, on ne connaissait pas quel est l'enfant de Ngouabi, quel est l'enfant de Youlou, quel est l'enfant de Massamba Deba. C'est une remarque qui sera peut-être pertinente pour la suite. Mais... C'est Yombi. Yombi Opango. Dans quel contexte il arrive? Dans un contexte assez spécifique. Mariam Ngouabi est en difficulté sur le plan politique et économique. Il met en place ce qu'on appelle l'état-major spécial révolutionnaire. Il appelle à la radicalisation de la révolution. Parce qu'il estime que son entourage, ce sont des corrompus et autres. Donc il faut aller à un 3e congrès pour éradiquer tous les comploteurs. Et de 1, de 2, Mariam Ngouabi, avec l'expertise des Algériens, impose à la France de réviser les contrats pétroliers. Le complot est vite fait trouvé. Ça part de Paris, ça c'est un secret de polichinelle. Il fallait trouver à l'époque on les appelait les agents locaux de l'impérialisme qui ont exécuté le président Mariam Ngouabi en plein 14 heures. Et de là, l'état-major spécial révolutionnaire, c'est important de le dire, lui-même il est le patron, suivi de Louis-Sylvain Ngoma, un officier général, suivi de Jean-Pierre Tistet, Tikala, suivi de Sylvain Ngoma, Denis Sassou Nguesso et M. Ngombe. Ils étaient 5. Donc, normalement, Ngouabi assassiné, c'est le président de l'Assemblée nationale qui aurait pu prendre le pouvoir. Et qu'est-ce que fait Denis Sassou Nguesso? C'était le permanent du parti. Il fait comprendre aux autres, il dit non, la situation est militaire. On met tout de côté, donc un coup d'État dans le coup d'État, et on met en place un comité militaire du parti. Mais le PCT. Voilà. Donc le PCT est sur soi. Toutes les institutions sont dissoutes. Hein. Ça a été un coup d'État dans le coup d'État. Oui. C'est Denis Sassou Nguesso qui décide. C'était le permanent du parti. Mais malheureusement, Jean-Pierre Tikaya, qui était le plus capé au niveau du parti, a eu peur. Il faut dire les choses. Il a taillé la zone, lui Sylvain Ngoma taille la zone, et lorsqu'on met le comité militaire du parti, bon, les détails on connaît un tout petit peu. Celui qui a bénéficié de ce coup d'État s'est rendu compte que si je m'affiche là, on saura que c'est moi. C'était qui? Bah écoutez, celui qui a bénéficié du coup d'État, c'est celui qui a mis en place le comité militaire du parti. Mais ça, c'est mon avis. Ce n'est que Denis Sassou Nguesso qui a bénéficié de cet assassinat. Parce que sinon, on mettait le président de l'Assemblée. Pourquoi lui, il a imposé le comité militaire du parti? Parce qu'il ne voulait pas voir la continuité de l'État. Et surtout, beaucoup avaient peur du 3e congrès que préparait Denis Ngouabi. Parce qu'il allait mettre beaucoup de gens à la cathode. C'était le genre de mec qui badinait pas. Bref, le comité militaire du parti se crée. Il faut trouver celui qui va présider. Celui qui va présider, c'est qui? On cherche de midi à 14h, mais quelque part, ils se disent, mais qui est le plus gradé? C'est Yombi Opango. Et en plus, la situation était chaotique. Il a dit tout à l'heure. C'est là où nous avons vu le tribalisme, l'instrumentalisation du tribalisme à son comble. Parce qu'il faut dire une chose. Lorsque Ngouabi est assassiné, quelques jours après, c'est le président Massamba Deba. Il est du Poul. Après, c'est le cardinal. C'est l'assassinat qui se fait. Qui se succède en presque 2 semaines. C'est le cardinal Émile Biayenda, qui est du Poul. Moi, je suis à Brazzaville, nous sommes à Brazzaville. Il y a des danses qui se font. En lingala, on dit Bakongo, c'est-à-dire les Lari, enfin les Congo ont tué Mariam Ngouabi. Et Céline, qui était du Sud, est contente. Et il y a eu des tentatives de vendetta. Il faut dire les choses, nous sommes en train de parler de l'histoire, pour que les jeunes comprennent ce qui se passe dans notre pays. Des tentatives de vendetta. Nous sommes à Poto-Poto, tu vois les vieux couillous, l'ethnie de Ngouabi, qui disent, bah, écoute, on va se venger. Ah oui, il a failli avoir ça. Et s'il y a un officier, à l'époque, capable de dire ça suffit, et c'est ce qu'il a fait, c'était Yombi Opango. Je me souviens, c'est la veine de France, c'est Yombi Opango qui dit, vous m'arrêtez ces danses-là. C'est Yombi Opango qui arrête un certain nombre de tentatives de vendetta, d'où il se retrouve à la tête du CMP pendant 2 ans. Ce que moi je retiens de Yombi Opango, sa responsabilité politique. Parce que
jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué Ngouabi. Et je lui ai dit, je crois qu'il est parti avec ça dans la tête, sa responsabilité politique, parce qu'il y a eu, après le procès, il n'a pas accordé sa grâce à une dizaine de gens, alors que lorsque vous regardez, ils n'avaient rien à voir. Et la dizaine de ces personnes sont du pool. C'est un contentieux historique grave. Par contre, sur le plan économique, cet homme, les Congolais reconnaissent que s'il était resté même 5 ans, le Congo ne serait pas là, le Congo d'aujourd'hui. C'est un homme d'une rigueur intraitable, d'une vision et d'une capacité à faire travailler le Congo comme jamais on a eu comme chef d'État. Maître Bizamba, oui, mais ce que vous retenez de lui aussi. Je pense que l'essentiel a été dit. Mais ce que je peux compléter, c'est vrai, c'est qu'on retient de Yombi. À la vérité, nous, on n'était pas encore nés à l'époque, mais quand on est venu au monde, quand on parlait de Yombi, on parlait souvent de cette rigueur-là. C'est-à-dire qu'il fallait arriver à l'heure au travail, il fallait... il fallait vraiment, parce qu'il y avait des possibilités de vérifier est-ce que vous êtes là à temps, etc. Et donc c'était quelqu'un qui voulait en fait gérer l'État comme on gère l'armée, quoi. C'est une certaine discipline, une certaine rigueur. Il y avait de ça. Mais à la vérité, je pense aussi que il a manqué un peu de prévoyance aussi. Voilà, parce qu'il n'a pas compris qu'il était en fait un élément qui participait à une stratégie plus globale de quelqu'un d'autre qui était dans l'ombre et qui tirait les ficelles. Voilà, ça, il ne l'a pas vu. Ouais, parce qu'il y a des personnes, lorsqu'on leur agite le pouvoir, ils sautent sur le pouvoir directement, mais ils n'ont pas le recul pour voir un peu l'environnement, le contexte. Est-ce que j'ai suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir durer au pouvoir? Je pense qu'il a manqué un peu de ça. Donc, ce qui fait qu'il a été tout de suite débranché du pouvoir quand M. Denis Sassou Nguesso a estimé qu'il était en position de sortir de l'ombre et de venir à la lumière. Donc, je pense qu'il a manqué un peu de ça. Il a favorisé l'arrivée de... Bon, pas qu'il a favorisé, mais il a été victime il a été lui-même victime, puisqu'il a été, parce que au sein du PCT, M. Denis Sassou Nguesso a fait naître une rumeur qui disait qu'il y avait une ligne droitière et c'est-à-dire qu'il voulait ramener le parti à droite. Voilà, c'est-à-dire qu'il il considérait que la gestion du parti État par le président Yombi n'était plus de gauche. Voilà, était maintenant de droite. Et le stratagème de Youlou est sorti. Voilà. Yombi a tout volé. Voilà, parce qu'on lui a mis sur la tête que c'était un... Oui, on nous a fait croire qu'il avait un lit. Quand il dormait dans ses lits étaient en or. Qu'il avait un okapi aussi. En fait, il vous massait le lit. Etc. Ah bon? Ah oui. Il y a eu beaucoup de légendes là-dessus. Et donc, en fait, c'est pour dire que M. Denis Sassou Nguesso, ce qu'il faut lui reconnaître, on va en parler, c'est que c'est un bon stratège. C'est quelqu'un qui sait, quand il faut être dans l'ombre, il faut être dans l'ombre. Quand il faut sortir à la lumière, c'est le il faut plus sortir à la lumière. Parmi eux tous. Comment? C'est le plus intelligent politiquement. Non, alors, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut dire. L'intelligence est politique. Pas de la stratégie, comme vous évoquez. Non, mais moi, je préfère m'en tenir aux mots qui rendent compte de ce que je veux vraiment dire. C'est-à-dire que voilà, je pense que c'est un bon stratège. C'est un bon stratège politique. C'est un bon stratège parce qu'il a su, au moment où le président Ngouabi était assassiné, il a compris que lui, il ne pouvait pas prendre le pouvoir parce qu'il y avait l'ethnie Kouyou, parce qu'il faut le dire, qui était un peu vengeresse, et qu'il fallait laisser un autre Kouyou succéder à Ngouabi, qui lui-même était Kouyou aussi, le temps que les... C'est pas forcément cet argument-là. Il y a un argument qui n'est pas dit, il y a une espèce de sous-dit... Sur Yombi? Sur Yombi. Non, sur le président Sassou. Ok. Sur le président Sassou, il faut savoir, mes amis ici ont, avec justesse, dit que le président Sassou était quelqu'un qui savait rester dans l'ombre et apparaître à la lumière. C'est vrai. On a toujours considéré, et je ne suis pas sassouiste quand je le dis, on a toujours considéré le président Sassou... Vous avez le droit, rassurez-vous. Non, mais on a toujours considéré le président Sassou comme une Moukinto. Moukinto, ça veut dire quoi, Carlyle? Dans notre langue, ça veut dire une femme. Je m'excuse auprès de mes sœurs congolaises, de nos filles congolaises, parce que c'est une insulte. Pourquoi c'est une insulte? Le président Sassou, de tout temps, depuis qu'il est arrivé aux affaires, même avant d'être dans les affaires, c'était quelqu'un qui était assez discret.
mais discret et pilote dans l'ombre. Dans l'ombre et de l'ombre. Et donc, les gens se sont dit, mais Sassou, c'est pas possible, c'est rien ça. Ne vous inquiétez pas, Sassou ne fera jamais rien. Et je constate que 40 ans plus tard, la Moukinto, c'est celui qui portait le pagne, porte le pantalon, et c'est les sachants congolais maintenant qui portent le pagne. Ok, ces mêmes gens. Non, je le dis parce que faut jamais sous-estimer les gens. Non, il faut pas. Faut jamais sous-estimer les gens. Elle était beaucoup sous-estimée, le président Sassou. Il a été tout le temps sous-estimé et on a toujours considéré qu'il avait une intelligence, je veux dire, perverse et que, en fait, c'était quelqu'un qu'il fallait vouer aux gémonies. Très bien. Il n'a jamais répondu. Et tu sais pourquoi? Je vais aussi beaucoup plus loin. Parce que quand on étudie quelqu'un, on essaie de comprendre. Le président Sassou, et c'est ça, pourquoi il est arrivé au socialisme. Quand il a eu effectivement son bac à Dolisie, etc., il n'y a pas de bac à Dolisie. Il a fait ses études à Dolisie. Il a fait ses études à Dolisie. Mais il ne pouvait pas venir, en effet, en Europe, parce qu'il appartenait, il faut le dire, puisqu'on a parlé de cette période où les évolués envoyaient leurs enfants, en Europe, mais lui, comme il était fils de paysan ou de paysanne... Non, c'est une contre-vérité. Non, mais c'est pas une contre-vérité. Parce que il m'a fait mal, au sortir de Dolisie, et c'est Youlou qui l'envoie en formation avec Kekadidi. Oui. Ça n'a rien à voir avec le fils de problème. Mais le problème... Ça, c'est une légende. Ça, oui, alors c'est peut-être... Une légende, c'est contre-vérité. C'est peut-être une Comment légende. il s'est retrouvé à l'Algérie? Pas peut-être. Oui, non, mais c'est... Les décrets sont là, signés par Youlou. Vous dites que c'est une légende, mais le problème, c'est qu'il a été ostracisé, le président. Non, c'est faux. Mais si, il a été ostracisé. Et quels sont les éléments objectifs? Alors, les éléments objectifs, c'est-à-dire que les éléments objectifs, on l'a toujours considéré comme quelqu'un, en effet, qui jamais ne pourrait faire un coup d'État, premièrement. Non, il a été sous-estimé, on est d'accord. Il a été mais pas ostracisé. Et ensuite, quand il a pris le pouvoir, en fait, en 79, c'est ça. OK? Bon, il prend le pouvoir. Pourquoi? Mais parce qu'il se joue parfaitement du commandant Yombi. Enfin, pardon, restons, général Yombi. on va avancer, monsieur. Restons sur Comment il prend le pouvoir? Oui, c'est l'expression. On est directement sur ça, parce que je n'arrive pas à me situer là. Non, pas sur Sassou 1. Monsieur a planté des décors. Alors sur Sassou 1, Maître va parler un peu parce que depuis... Mais Sassou 1 a été bien. Ben oui, justement, en parlant. Sassou 1 a été bien. Après, il a lancé les plans quinquennaux qui n'ont pas bien fonctionné. Il y a eu la crise, d'une certaine manière. Mais il était bien, quand même. Mais il était bien. Voilà. Mais tout à l'heure, on va s'écouter, allez-y. Parlant que de Sassou 1, je pense que le Congo n'a jamais été aussi bien géré que sous Sassou 1. Ça, il faut être honnête. Par exemple, grâce à la politique lénifiante de Sassou 1, mon doyen Mafimba, par exemple, a pu bénéficier des privilèges de l'État pour venir étudier en France. Ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose, puisqu'aujourd'hui, on en parle. Mais il a mis le... vous avez mis... On a bien mais c'est pas de la propagande. Puisqu'on a parlé du fait que c'est Youlou a envoyé le président Sassou en Algérie pour étudier. Donc c'est à peu près le même cycle qui recommence. Et sous Sassou 1, et on a parlé de la rigueur, par exemple, du président Yombi, mais sous Sassou 1, il y avait aussi de la rigueur. L'État marchait, l'État fonctionnait, toutes les structures de l'État fonctionnaient. Ça marchait correctement. Sous Sassou 1. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire que l'État fonctionne? Je ne comprends pas, moi. En fait, quand un État... Je pense qu'on ne va pas entrer dans les considérations politiques. Vous pouvez entrer dans les considérations politiques, mais j'ai fait une analyse, parce que quand vous regardez même dans l'histoire du Congo, parce que sous Sassou 1, nous sommes, si je ne me trompe pas, nous sommes sous la 4e République. Nous sommes sous la 4e, et c'est la seule République, si vous regardez dans l'histoire du Congo, la seule République qui a correctement fonctionné sur tous les plans. Sur tous les plans, qui a correctement fonctionné. Vous voyez? Et les choses vont maintenant se dégrader. À partir de quand? Les choses vont maintenant se dégrader. À partir, je veux dire, au milieu de son mandat, entre guillemets, au milieu de son mandat, avec le boom pétrolier des années 85-86, me semble-t-il. Les choses vont se dégrader, et c'est là que la corruption va vraiment battre son paroxysme. Mais quand vous regardez dans tous les ouvrages de l'histoire, on vous dira que malgré cette corruption,
à cause donc du boom pétrolier, on vous dira que c'est le seul moment où le Congo des années 80 à 90 a bien fonctionné. Depuis les années 60, l'explosion pétrolière était quoi? Le choc pétrolier, pardon, était une malédiction pour la vie politique congolaise? Je dirais que ça a été peut-être mal géré. Les gens sautaient sur l'occasion. Vous avez fait sauter sur l'occasion, sauter sur l'occasion pour dire que voilà, on a un bon gâteau qu'il faut se le partager. Et on ne peut pas aussi l'ignorer sous ça, ça quand même, on parle de l'alternance, etc. Merci, c'est là que je voulais qu'on arrive aussi. 91, 92, c'est lui qui favorise cela. C'est lui qui le favorise. C'est le père de l'alternance démocratique. C'est le père de l'alternance démocratique, le père du retour du multipartisme. Le retour, je dis bien le retour du multipartisme. C'est une évidence, on ne peut pas le nier. C'est une évidence. Il a favorisé le multipartisme. Il a permis à ce qu'il y ait des élections libres et transparentes dont il a perdu. Et il a assumé, il a accepté sa défaite. Je pense que ça, on peut quand même le saluer, même si un peu rentrer dans la considération politique. Oui, mais en fait, je pense qu'il faut rester rationnel. C'est-à-dire que je pense que le président Denis Sassou Nguesso, lors de son premier mandat, quand il arrive, déjà, il essaie. Pas qu'il essaie, en fait, c'est quoi on peut mettre à son actif, parce que je ne suis pas du tout, j'essaie autant que faire se peut de penser contre moi-même parfois. C'est important. C'est très important. Et donc, je pense que le premier élément, c'est qu'il arrive à pouvoir aplanir les contradictions internes. C'est-à-dire que toutes les contradictions internes au sein du parti, au sein du comité militaire du parti qui existait, entre différentes tendances. Denis Sassou Nguesso, quand il arrive, il assoit ce que lui-même il avait appelé à l'époque la tranquillité de cœur et la paix des esprits, quelque chose comme ça. Il y a cette tranquillité-là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus des candidats au coup d'État, jusqu'à ce qu'on arrive à l'affaire Onga, plus tard. Mais quand il arrive au pouvoir, il arrive quand même à pouvoir apaiser tout ça. Voilà. Ça, c'est le premier élément qu'on peut mettre à son actif. De sorte qu'il n'y a plus de coup d'État, il n'y a plus de contradictions vraiment qui arrivent au point d'éclater à une explosion entre différentes factions. Donc ça, c'est le premier point. Mais sur le plan économique, le règne du PCT, parti-État avec Denis Sassou Nguesso, ça a été une catastrophe. Voilà, c'est-à-dire que la conférence nationale a fait le bilan. La conférence nationale de 92 a fait le bilan. C'est-à-dire que quand Denis Sassou Nguesso quitte le pouvoir en 92, le Congo est le pays le plus endetté par tête d'habitant. Le pays le plus endetté par tête d'habitant. Pourtant, les booms pétroliers sont passés par là. Vous voyez? Donc, vous avez en fait quelqu'un, déjà dès le départ, dès son premier règne, a une incapacité, incapacité c'est faible, une incurie, une impéritie à gérer les finances de l'État. Ça, c'est objectif. C'est objectif. Donc, il y a ça. Ce constat est fait à la conférence nationale. Et Denis Sassou Nguesso, à la vérité, il ne voulait pas d'une conférence nationale telle que ça s'était déroulé. Il voulait d'une conférence nationale d'une autre version. Ce n'était pas la conférence nationale souveraine. Il ne voulait pas de ça. Mais pourquoi il en est arrivé à accepter cela? Parce que vous avez une grève générale illimitée des syndicats. Voilà, avec comment il s'appelait le syndicaliste de la CSC, voilà, Bokamba Yangoma, merci doyen. Et c'est avec lui qu'il y a une grève générale qui fait en sorte que le parti-État, donc le PCT, avec son chef Denis Sassou Nguesso, n'a pas le choix. Donc parmi les revendications des travailleurs, il y avait la conférence nationale souveraine. Donc il fallait accéder à cette revendication-là. Mais puisqu'il y avait aussi l'armée, Denis Sassou Nguesso pouvait se baser aussi sur l'armée pour pouvoir réprimer. Mais vous avez le général Mokoko, qui est chef d'état-major à l'époque, qui refuse de donner son appoint à la version du PCT. Donc c'est quelqu'un, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est toujours en prison, qui prend position pour le peuple. C'est-à-dire que pour les aspirations à une conférence nationale souveraine. Donc vous avez Denis Sassou Nguesso qui est lâché par les travailleurs, qui est lâché par l'armée, et qui est quelqu'un, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui a le sens du rapport de force.
Denis Sassou Nguesso, c'est tout à son crédit. Hein. C'est quelqu'un qui a le sens du rapport de force. Il sait évaluer les rapports. Voilà, ça dit que quand il évalue objectivement que le rapport de force n'est pas à sa faveur, c'est pas quelqu'un qui va au suicide. Donc il sait se replier pour réfléchir, pour savoir comment il va revenir. Donc ça, il faut mettre ça à son crédit. C'est quelqu'un qui a compris le rapport de force et qui a vu qu'à cette époque-là, bon, qu'est-ce qu'il fallait faire puisqu'il n'était plus soutenu? Bah, il fallait nouer une alliance avec un parti qui pourrait lui permettre d'avoir toujours le regard dans le jeu politique. Et il a fait son alliance avec l'UPADES, qui était le parti en vogue à l'époque. Donc je pense, sans aller plus loin, les autres vont certainement ajouter, que Denis Sassou Nguesso, son premier passage au pouvoir, c'est que moi je retiens moi, c'est le calme qu'il y avait partout à Brazzaville, en dehors de l'affaire Onga, ou à Ouando, il y a eu des massacres là-bas. C'était ces calmes-là. Mais au niveau de la gestion des finances publiques, Denis Sassou Nguesso nous le confirme encore aujourd'hui, il n'est pas compétent pour ça. Voilà. Denis Sassou Nguesso, pour comprendre le Sassou 1, il faut voir l'accession au pouvoir. Comment il arrive aux affaires, on a parlé tout à l'heure, comité militaire du parti et autres, mais en réalité, il est dans la continuité du retour de Paris dans le landerneau politique pour des questions tout à fait de la géoéconomie. Parce que Paris n'a pas pu, avec Mariam Gouabi, de prendre le contrôle véritable de la manne pétrolière qui arrivait. Il l'a assassiné. Yombi, parce que j'ai oublié de le dire, vous savez, Yombi avait porté plainte contre la France lorsqu'il y a eu la destruction lorsque les potasses de Hall ont été, comment on dit ça, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui les avait détruites quasiment, il avait porté plainte. Et c'est une des raisons aussi qui a poussé à ce que les Français se débarrassent de Yombi. Saint-Syrien, on avait un peu peur. Donc, il arrive comme l'homme de la France-Afrique, en fait. C'est là où la France-Afrique reprend vraiment, veut reprendre le contrôle à travers les crises pétrolières qui se succédaient. Donc, il arrive pendant cette période-là, sur le plan politique. Et sur le plan politique, je continue. Oui, il a réussi comme ça à faire taire les courants de pensée au sein du parti politique du PCT, aussi de manière un peu coercitive. Hein. Quand ça badinait, il te collait comment on dit ça, un complot. Je le dis là, mon oncle était quand même le patron des services. Quand il t'explique deux fois comment les Ndalangai se sont retrouvés, soi-disant, ils voulaient faire un coup d'État. Ouais. C'était les services qui fonctionnaient. Ça, c'est sur le plan politique. Mais en plus, sur le plan politique, il faut reconnaître une chose. Le PCT de l'époque, ce n'était pas le PCT des tocards aujourd'hui. Hein. C'était un véritable contre-pouvoir. De l'époque d'Ndé, des Noumas, c'était le centralisme démocratique. Et Sassou avait des hommes forts au sein du PCT. Quand il y avait des dérives, par exemple, au niveau des finances et autres, qui disaient « Oh, ça suffit ». La preuve en est, c'est comme ça qu'on arrive à la conférence nationale, parce qu'il y a eu des dissidences au sein du PCT. Absolument. Maintenant, sur le plan économique, ça, il faut le dire, bon, les faits sont là. Il a la chance, ce monsieur, Denis Sassou Nguesso, d'avoir eu tous les booms pétroliers que nous avons eu au Congo, c'est sous Sassou. Donc, si vraiment il était un homme d'État, le Congo serait le Qatar aujourd'hui. Premier boom pétrolier. On se retrouve avec le fameux plan quinquennal. 4 ans, même pas 4 ans, 2 ans après. Qui fait venir le premier, le FMI au Congo? C'est Denis Sassou Nguesso. C'est le FMI au Congo. Et quand le FMI arrive, premier programme d'ajustement structurel, il a échoué. Deuxième programme, c'est là où a commencé à avoir la diversification. Et maître, lorsque tu dis, nous fouillons le pays, pourquoi? Parce que le Congo, l'héritage qu'a reçu Denis Sassou Nguesso, avec un tissu industriel, Massamba Deba, Ngouabi, Yombi et lui, tous les tissus industriels, toutes les entreprises ont été privatisées. Le programme d'ajustement structurel arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on a commencé à avoir des subventions quasiment réduites au niveau de l'école, au niveau de la santé et autres. Donc, sur le plan économique, il a dit tout à l'heure, les chiffres sont accablants. Le président Denis Sassou Nguesso a été le fossoyeur d'une économie émergente qu'on aurait pu avoir parce que le tissu avait déjà été initié depuis Massamba Deba et lui qui a eu cette chance. Et encore, on va en parler de Denis Sassou Nguesso là. À chaque fois, il y a un boom. Denis Sassou Nguesso est là, mais malheureusement. Donc, alternance, Pascal Lissouba, monsieur Avançon. Alternance,
Pascal Lissouba arrive. Pascal Lissouba arrive effectivement aux affaires après la fameuse conférence nationale. Fameuse. Oui, pourquoi? Oui, parce que, à mon avis, c'est une conférence qui s'est faite en donnant l'impression que toute la société, la classe politique, était autour d'une table. C'est faux, ce sont les hommes politiques qui, en effet, d'une certaine manière, profitaient de cette situation. Bref, c'est un débat assez intéressant. Alors, d'abord, l'homme Pascal Lissouba, c'est d'abord un scientifique. D'accord, c'est un sachant pour moi, un grand sachant en génétique, qui donc, on l'a dit, on ne va pas redire ici, qui a été donc au cœur du pouvoir politique, et puis qui devient effectivement président de la République. Bien, les conditions dans lesquelles il devient président de la République, pour moi, sincèrement, me révoltent. Je m'en y explique. Et si l'opposition aujourd'hui est dans cette situation, en partie à cause de Pascal Lissouba, pourquoi ? Monsieur Pascal Lissouba, effectivement, comme la plupart des opposants, ont toujours attaqué Monsieur Sassou. Bien. Pour des raisons politiques, il fait alliance, en effet, contre Monsieur Kolela. D'accord ? Avec qui ? Avec Sassou. Bien. Le problème, Maître l'a dit, sauf il pensait manipuler Sassou d'une certaine manière, et or, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que Sassou, en arrivant dans cette alliance, permettant donc à Lissouba d'être président de la République, a exigé un certain nombre de grands ministères. Ce que Lissouba, effectivement, à un moment donné, a refusé. Bien. Mais oui, c'est une légende. C'est pas une légende. C'est ça existe. Tu ne verras jamais l'accord signé entre les deux. Mais tous les accords ne sont pas signés. C'est pas signé tous les accords. Aussi important, il y a eu une alliance entre le DPS et le PCT, vous ne pouvez pas le nier. C'est une évidence. Ça a été une évidence. Alors, sauf qu'il n'a pas respecté les accords. Ensuite, premièrement. Deuxièmement, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne fait pas les élections qui étaient prévues. Bien. En partie. En partie. Mais ce n'est pas une légende. Mais non, il faut arrêter. En partie, bien. C'est toi qui dois arrêter. Qu'est-ce qui fait que M. Kolela devient effectivement Premier ministre de M. Pascal Lissouba? Alors, pourquoi je dis ça? J'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est bien de tirer à vue sur Sassou Nguesso. Il a fait quand même des choses, hein, on peut le dire, d'accord? La municipalisation... Pourquoi tu parles de tirer à vue? Non, mais non. Monsieur, on a bien commencé, poursuivons comme ça, s'il vous plaît. La municipalisation, les infrastructures, il y a des choses qu'il a fait qui n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que je dis toujours, le président de la République ne sait pas sanctionner. Pourquoi il a fait des choses qui n'ont pas réussi. Oui. Mais il a quand même fait des choses. Mais bien sûr. Mais sur les infrastructures. Mais attends, mais sur les infrastructures, c'est quoi? Alors, il a fait des choses qui n'ont pas réussi. Monsieur, laissez-le terminer. Il a fait des choses qui n'ont pas réussi, mais il a quand même fait des choses. Revenons sur monsieur Mais bien sûr qu'il a fait des choses. Mais qui n'ont pas réussi. Restons sur Lissouba, Lucien, s'il vous plaît. Bref, je reste sur Lissouba. Non, parce que je reste sur Lissouba. Alors, le problème qui s'est posé aujourd'hui, c'est que le président Lissouba s'est trouvé devant des exigences très fortes du président Sassou. Donc, ces exigences, en termes de quoi? En termes de partage de pouvoir avec les grands ministères. Ce que Lissouba a refusé. Bien, nous avons là les impédiments de quoi? Mais de ce qu'on va avoir comme crise. Parce que là, on n'a pas insisté sur les crises et les guerres civiles au Congo, justement, qui ont rythmé aussi cette vie politique. Et on nous dit, voilà, le président Lissouba n'a pas pu travailler parce que le président Sassou avait vidé toutes les caisses et que Total n'a pas accédé effectivement à ces demandes en termes de financement. Très bien. Okay. Donc le président Lissouba, en tant qu'homme d'État, effectivement, a basculé vers quoi? Vers Oxy, je crois, pour avoir une avance sur production. Bien. La question, c'est la guerre de 97 avec Lissouba. Elle vient d'où? Elle ne vient pas de 97. Il y avait déjà des guerres en 93, 94. Exactement. Entre qui et qui? Entre les gens que l'on disait qui sont de l'opposition, mais qui étaient dans des confrontations, c'est-à-dire entre M. Kolela, ok, entre Kolela et qui d'autre? Il y avait des guerres civiles entre Kolela et les gens de Lissouba.
Ça, vous ne pouvez pas le nier, ça. Oh non, mais un récit... Bon, alors, mais oui. Avant C'est pas un terminé. Et une partie de l'opposition, alors je m'arrête là sur l'opposition, je tire à vue, ça fait depuis 15 ans que j'écris ce Congo Liberty, et vous voyez que je ne change pas, cher maître. C'est étayé ce que vous... Bien sûr, c'est étayé. Je tire à vue. Ce que tu dis, c'est étayé. Mais parce que c'est pas parce qu'on tire à vue que c'est... Non, mais il y a de la j'explique. pertinence. Oui, terminez, Oui, Lucien. je termine. J'explique pourquoi. Une partie des gens de l'opposition, en 2000, ces gens qui étaient dans l'opposition, Madame Ounari, Monsieur, Là, etc., on parle de quoi, là sont venus, en Mais là, fait, tu avec parles de Sassou. quoi, là On non. parlait de Sassou. Oui, mais de On l'Issouba. parle de l'Issouba, on ne parle pas de Sassou. Il n'y a pas... Non, Voilà. on parlait Donc de pour vous, l'Issouba. l'état dans lequel l'opposition congolaise est aujourd'hui est la faute de Pascal Lissouba. Non, c'est sa faute à elle, la faute à l'opposition, parce qu'elle mange à tous les râteliers. Déjà, oui. Elle mange à tous les râteliers. Mais je pense Il faut retenir sa conclusion. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je allez-y. pense que mes chers aînés d'en face vont quand même avoir un peu la magnanimité de nous écouter aussi, enfin de m'écouter aussi. Écoute toujours, mais... De m'écouter aussi, non, parce que vous interrompez un peu à chaque fois. Allez-y. Alors, parlons du président Lissouba. Moi, ce que d'emblée, je peux lui reprocher, au-delà du fait qu'il soit un intellectuel, etc., je pense qu'on ne gère pas l'État avec l'intelligence, uniquement avec l'intelligence académique. Voilà, on ne gère pas l'État avec uniquement l'intelligence académique. Et c'est là que le président Sassou lui dame le point sur la stratégie politique. Restons sur M. Lissouba, Voilà. s'il vous plaît. Donc, c'est pour moi, corrélé. le président Lissouba n'a pas su conserver, voire sauvegarder les acquis de la conférence nationale souveraine. Même moi, le mot souverain me pose problème parce que pour moi, c'était une usurpation du pouvoir du peuple. Seul le peuple est détenteur de la souveraineté. Et ceux qui ont participé à ces assises n'ont pas été désignés par le peuple. Donc, à mon avis, c'était une usurpation parce que les décisions qui sont ressorties de cette conférence nationale qui ont donné d'ailleurs naissance à la Constitution de 92 ont été considérées comme un pouvoir constituant originaire. Donc moi, ça me pose déjà un problème. Alors parlons du président Lissouba. Quand il prend le pouvoir en 80, il gagne le pouvoir démocratique, les élections démocratiquement en 92. Donc, premier président élu. C'est le premier. Suffrage universel. Alors, le suffrage universel est direct. Direct. Ça, il faut Direct. préciser. Direct. Voilà, direct. On Et dirait donc, même plébiscité. Absolument. et donc, d'abord au second tour, il va au second tour avec Bernard Kolela. Il fait une alliance avec le PCT. C'est indéniable. C'est étayé, donc Mais pourquoi on le vous voit. insistez Non, sur mais parce que ce ça a point? été remis en, ça a été remis en cause ici. Si le doigt l'a Mais remis en cause. je vais expliciter Remis en ma cause. pensée. Donc, en 93, il fallait qu'il organise donc les élections législatives. Il organise les élections législatives. Au second tour, il les gagne. Il les gagne. Et l'opposition conteste les résultats de l'élection. Donc, en grande majorité, Bernard Kolela conteste les résultats. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette contestation politique va amener à une espèce d'affrontement, de confrontation entre milices et partisans. Les Zoulous pour Lissouba, président avec une milice, Zoulou, et les ninjas pour Bernard Kolela. Vous voyez, les ninjas pour Bernard Kolela. Et les Cobras pour le président Sassou. Ça, c'est la vérité de l'histoire. Alors, en 80, le 27 juillet 97, il devrait y avoir des élections présidentielles. Il devrait y avoir des élections présidentielles. Qu'est-ce qui va se passer? Le président Sassou, qui était en exil, il rentre au Congo. On a vu la foule qui l'a traîné derrière lui. Les images sont là. Il rentre au Congo. Quand il arrive au Congo, il y a une espèce d'encerclement de sa résidence, etc. Ça a déclenché la guerre de 5 juin 97. Mais une guerre qui tirait déjà ses ficelles depuis 93-94, qui était encore au plan politique, et puis l'affrontement entre milices armées. Et le 5 juin 97, c'était vraiment la concrétisation de cette guerre. Alors, le 23 juillet 97, je rappelle que la Constitution de 92 prévoyait la mise en place d'un conseil constitutionnel. Et ce conseil n'a pas été mis en place. Et il va être mis en place quand? Il va être mis en place le 23 juin 97, soit 18 jours après l'éclatement donc de la guerre
OK? Et qu'est-ce que ce Conseil constitutionnel va faire? Eh bien, il va prendre toute sa première décision que j'ai ici, la décision qui a été adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies par le représentant permanent du Congo à l'ONU, Daniel Abibi. Cette décision numéro 001/97 du Conseil constitutionnel du Congo, cette décision va faire quoi dans cette décision? Notamment le point 3, la prorogation du mandat du président Pascal Lissouba. On va proroger le mandat du président Pascal Lissouba, ce qui va cristalliser la guerre. Vous voyez, ce qui va cristalliser la guerre. Ça, les preuves sont là. Et quand vous allez voir dans les rapports de cette année, de 97 à 98, de l'Assemblée nationale française, le rapport numéro 1859, celui du Sénat français, français, numéro 376, on vous parle, intitulé l'Afrique centrale, un nouveau départ, les exemples du Cameroun et du Congo. Celui de l'Assemblée nationale vous parle de la réalité sur la guerre de 97-98. Tous les deux rapports. Et dans ces rapports, on nous indique le fondement même de cette crise, c'est 93. Oui, 93. Et ce qui a cristallisé cerise sur le gâteau, c'est la décision du Conseil constitutionnel, qui était une décision opportuniste, une décision politique, puisqu'un organe qui a été prévu par la Constitution n'a pas été mis en place et va l'être uniquement au moment où la guerre J'ai souri quand vous avez évoqué les rapports. Moi, je suis dans les analyses, mais je ne suis pas dans l'opposition. Merci pour l'archive, mais pour les rapports, j'ai souri parce qu'on sait comment Monsieur Lissouba a été éjecté du pouvoir, ça fait... Bon, c'est assez cocasse. Les rapports sont là. Lorsque j'ai écouté mes deux amis, je me dis, est-ce qu'on peut mourir pour ce pays? Est-ce que c'est vraiment mourir pour le Congo sur le plan politique? Est-ce que ça vaut la peine? Parce que si aujourd'hui, du haut de votre expertise, vous actez le fait que la chute de Lissouba vient des questions internes, franchement... Alors qu'eux-mêmes, les concernés, lisez Jean-François Probst, il est dit clairement, c'est moi, je suis parti, j'ai pris Sassou, je l'ai amené sur Jacques Chirac, Bongo est arrivé, il faut éjecter Lissouba. C'est pas moi qui le dis, lisez Thierry Saucé. Mais, doyen, il y a bien des causes internes. Non, mais il y a des causes internes. Non. Parce qu'il nous impute là, à moi particulièrement. Non, vous m'interrompez depuis tout à l'heure aussi, donc je peux faire autant. Vous ne pouvez pas ignorer les causes internes. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas les ignorer. Tu as parlé, personne ne t'a interrompu. Vous m'interrompez depuis tout à l'heure. S'il vous plaît. On a bien commencé, ça va bien terminer, s'il vous plaît. Tout à l'heure, tu as parlé, mais tu as tout à l'heure, mais avant. Allez-y, allez-y. Ne fais pas ça. Donc, ce que je dis là, c'est avec beaucoup de souffrance, parce que je suis un homme politique, je me dis... Donc, aujourd'hui, tout le monde sait. Jean-Marie Tassoua, c'est mon oncle. On appelait le général Diap. C'était le commandant des Cobras. Il m'a dit ici, à Ivry, nous avons commencé à préparer le coup d'État dès 1993, avec la complicité des Français. Donc, le problème de Lissouba, c'est quoi? Il arrive, il est plébiscité, les histoires d'alliance et tout. Tout le monde avait appelé au deuxième tour pour Lissouba. Sassou. Il s'est allié ou pas? C'est allié, c'est une évidence. Attendez, mais vous êtes quand même... Allez-y, non, mais il faut dire la vérité aux Congolais. Tout le monde a appelé. Lorsqu'on appelle à voter, il y a Sassou, il y a Yombi. Il y a eu une vraie alliance. Ce n'était pas appel au vote. Non, mais on dit la vérité aux Congolais. Attendez, messieurs. Mais c'est pas ma vérité. C'est une alliance politique qui a été créée. C'est pas mon interprétation. Les documents sont là. C'est une alliance. Est-ce que vous avez un document écrit une alliance. Vous avez le document? Arrêtez de faire un peu de la politique politicienne. Il faut regarder la réalité en face. Tout n'est pas écrit. Attendez, monsieur, c'est qui va mettre la parole, il termine. Donc, j'étais en train de... Mais c'est dommage, parce qu'on ne laisse pas le temps de parler. Et Maître n'a même pas encore parlé. Donc, tout le monde a appelé au deuxième tour, sauf, je crois, Milongo, qui était neutre, et Jean-Pierre Tister-Tikala. Ce qui fait que Lissouba, lorsque vous voyez le score, Lissouba a été plébiscité. J'ai fait un portrait ici. Lissouba n'avait pas été plébiscité parce qu'on a appelé pour lui. Lissouba est arrivé en 92, c'était à l'époque au Bénin. Tous les experts qui venaient étaient plébiscités. Lissouba a eu plus de 62%
plébiscité du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y avait pas de problème. Maintenant... Qu'est-ce qu'il en a fait? Attendez, non, monsieur, je n'autorise plus d'interruption, s'il vous plaît. Ok. Allons-y. Lucien, tu es vraiment... Non, allez-y. Alors, l'héritage de l'Issouba, c'est quoi? Un pays avec une économie sinistrée. Une armée comme l'armée de la RDC, quasiment ethnitisée. D'où, dès qu'il arrive en 93, il a effectivement la majorité. Il y a eu des tentatives de changement mécanique, le juriste le dira mieux. Lorsqu'il y a un changement mécanique, c'est-à-dire le parti de Kolela qui s'allie à l'UPADES pour se dire qu'on est majorité, l'Issouba, en véritable, en garant de la... Il dit, allons devant les urnes pour nous donner une nouvelle majorité. Et la nouvelle majorité arrive, il a la majorité. Il commence à implémenter son programme. Mais là, c'est là où Elf intervient. Sirven, moi je cite des noms, Sirven l'a dit. Il dit il n'était pas question pour nous qu'ils puissent diversifier les opérateurs, les partenaires et comment on appelle, pétroliers. Il y a eu la première tentative de coup d'État du général Mokoko qui a refusé d'interrompre le processus qui était déjà en place. Général Mokoko, moi je cite des noms. Il a témoigné pour dire elle m'avait donné de l'argent, j'ai refusé. Je n'ai pas voulu faire le coup d'État. Nous allons. Le problème de l'Issouba, c'est lequel? C'est lorsqu'il a dit, à travers le fameux les contrats pétroliers qu'il a changé, le contrat de partage de production. Nous sommes partis du contrat de concession au contrat de partage de production, dont aujourd'hui les gens du pouvoir sont en train de se gargariser avec l'argent que l'Issouba a réussi à faire, tant en termes de taux élevés au niveau des impôts qu'au niveau de la production que nous avons. La SNPC aujourd'hui est en train de vendre partout. Voilà le détonateur de la chute de l'Issouba. Parce que l'homme l'Issouba n'était pas un homme qui était dans l'agenda des Français qui voulaient absolument... Je l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée de Sassou, c'est l'homme de la France-Afrique. Il fallait remettre l'homme de la France-Afrique pour contrôler le Congo. Et Sassou va faire son coup d'État en bonne et due forme le 5 juin 1997, préparé depuis Paris. On sait que les armes sont parties de Paris, passées par Libreville. La littérature est là, arrêtez de nous parler des droits. Mais vous avez suivi le floc Pigeon à l'époque. Pardon, cher Ahmed, qui disait qu'il a donné, Elf a donné des armes à l'Issouba, a donné des armes à Sassou. C'était l'État. Pourquoi vous ne le dites, vous ne le dites pas? C'était l'État. Tu es juriste. L'État a le droit d'acheter les armes avec monsieur, il n'a pas acheté des armes. Décision que vous venez de sortir. Mais la décision là, et la décision, vous en dites quoi? le juridisme. C'était du pipeau. Ça, c'est du mépris. On a parlé que de causes externes, cette prolongation de M. Zamba était justifiée à votre dans le contexte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il vous a été lu un document, mais on ne vous a pas lu l'argumentation juridique qui fonde cette prolongation. Puisque dans le document qui est produit, on vous dit juste qu'il y a eu une prolongation, mais dans ces documents, il y a une argumentation juridique qui... mais on n'a pas le temps, je ne vais pas m'étaler une heure sur... Donc voilà, c'est-à-dire qu'on peut parler à haute voix, mais parce que les téléspectateurs n'ont pas tous les éléments pour apprécier. Mais la vérité, c'est laquelle? En tout cas, ma vérité, je laisse les téléspectateurs apprécier. Voilà. C'est-à-dire que le président Lissouba, il est arrivé au Congo, il a été plébiscité, comme il a été dit, parce que c'était quelqu'un qui a réussi à faire rêver les Congolais. C'est-à-dire que les Congolais, quand ils voyaient le président Lissouba, c'était quelqu'un qui leur faisait voir un avenir radieux et meilleur. Beaucoup n'ont certainement pas compris Lissouba, mais ce qui est bien, c'est que par la suite, vous avez des gens qui ont combattu Lissouba. Des gens qui ont combattu Lissouba, même avec des armes, qui par la suite ont reconnu que c'était un homme qui avait un rêve pour le Congo et qu'on l'a combattu par erreur, à la vérité. Vous avez le colonel Marcel Ntsoro qui a été assassiné, qui était mort, qui l'a reconnu. Vous avez le ministre Okombi Salisson qui l'a reconnu, qui était lui-même un commandant de front pour les Cobras, qui a reconnu. Donc on a des témoignages objectifs. Vous voyez, maintenant, vous avez quelqu'un qui a le sens de l'État. Ça, c'est d'abord la première chose, qui a le sens de l'État, le président Pascal Lissouba. Vous avez quelqu'un qui a tellement le sens de l'État que même lorsqu'il y a un renversement de majorité mécanique au sein de l'Assemblée, quand vous lisez la Constitution du 15 mars 1992, la Constitution prévoit quand il y a un déséquilibre des institutions,
le chef de l'État a le droit de dissoudre l'Assemblée. La Constitution prévoit. Et quand vous avez une majorité à l'Assemblée qui ne correspond pas à la majorité qui a été donnée par les urnes, par les électeurs, dans toute démocratie, on répare devant les électeurs pour que les électeurs décident de la majorité, de qui aura la majorité. C'est ce que le président du Souba a fait. Et par la suite, il y a eu donc des manifestations, des villes mortes, etc. Et qu'est-ce que le président du Souba a fait? Il y a eu une médiation. Il a accepté de mettre en place une commission nationale d'organisation d'élections dont la présidence de la commission était gérée par un homme de l'opposition. Ça, il faut le dire. Vous ne le verrez pas là sous le règne. Maître Mbemba, c'est Maître Mbemba qui était le président de la commission de l'opposition, la commission qui a organisé les élections anticipées. Vous voyez, vous ne verrez pas ça sous le règne. Et un gouvernement, 60% les gens de Sassou 60% et 40% du Souba. Quelqu'un qui a été élu par les urnes, qui a la légitimité populaire, qui accepte de partager le pouvoir avec l'opposition en leur laissant la majorité des sièges du gouvernement. Vous avez vu quelqu'un de comme ça, qui a le sens de l'État, qui a le sens de l'intérêt général? Il faut pas mourir pour le coup. C'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, qu'on vienne peindre le Souba comme quelqu'un qui travaillait pour son ventre et son bas-ventre, alors que c'est quelqu'un qui était un... On ne sait pas qui a dit ça. Ça veut dire que... Non, monsieur, non, j'étais ici, rue de Prony, etc. Alors qu'il tapait sur les hôtels. Hôtel rue de Prony. Et le pétrole, le bradé. Monsieur, s'il vous plaît. Je souffrais que je prospère. Terminé. Je souffrais que je prospère. C'est au moment du week-end national. Voilà, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a accepté de partager le pouvoir à son détriment. C'est-à-dire que vous avez 60% des postes du gouvernement pour l'opposition. Vous avez la commission qui organise des élections. La présidence est assurée par l'opposition. Vous voyez? Mais pourquoi il faisait tout ça, Carline? Parce que c'était quelqu'un qui avait confiance en son projet de société. C'était quelqu'un qui avait confiance au peuple congolais. Il savait que si on répare aux urnes, le peuple va voter pour moi. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc vous avez affaire à quelqu'un comme ça qui a un sens très élevé de l'État et qui, toujours pour ce sens-là, a voulu négocier le contrat de partage de production de pétrole. Toujours le sens de l'État. On lui pose la question, mais pourquoi vous avez pris ces risques? Il dit, parce que moi, tout ce que j'ai comme bien au Congo, ça se trouve à Tsingidi dans mon village, mais le pétrole congolais appartient aux Congolais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui considère que il ne peut pas ne pas faire ce qu'il a fait. Mais ça lui a valu ce que ça lui a valu, vous voyez. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, il faut apprendre à penser contre soi-même. Moi, je ne suis pas un fanatique, Dieu m'en préserve, et je pense que le président du Souba, il a certainement commis des erreurs, certainement. Donc, il aurait pu être plus stratège politiquement, mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il a cru trop à la démocratie à l'africaine, la démocratie au Congo. On voulait qu'il tue, comme ceux qui le font aujourd'hui. C'est parce qu'Ali Souba était quelqu'un de cruel, quelqu'un qui était prêt à tout pour rester au pouvoir, peut-être qu'il serait encore là. Voilà, parce que vous voyez quelqu'un comme Okombi Salisson, il a fait un discours où il dit, le président du Souba, quand il a quitté le pouvoir, il n'a dépensé aucun euro pour acheter les armes pour revenir au pouvoir et reprendre le pouvoir. Je suis témoin oculaire. Il n'a pas fait. Bien, messieurs, merci beaucoup. On est quasiment vers la fin de cette émission. On va sortir des palais présidentiels, des grandes dates historiques et regarder le quotidien des Congolais aujourd'hui. Lucien, est-ce que 66 ans après, le Congo a réussi à transformer son indépendance politique en une véritable indépendance sociale et économique? Réponse non. Vous voyez, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder, en fait, ce 66e anniversaire à l'aune d'un paradoxe. Quand on regarde un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques, on voit qu'il y a de la croissance, d'accord, même s'il y a la dette, comme a dit Maître. On voit qu'il y a quelques progrès économiques, mais cette richesse-là est insuffisante en termes d'emploi, en termes de diversification productive, en termes d'amélioration des conditions de vie des Congolais. Il faut le dire. La question fondamentale, peut-être, parce que le président, alors, est-ce que dans son dernier, enfin, c'est moi qui le dis, c'est pas sûr que ce soit le dernier mandat, est-ce que dans ce dernier mandat où il dit objectif développement... Vous avancez trop vite, j'ai l'impression. Non, mais c'est une supposition. Pour le moment, on accélère, on n'a pas encore freiné, on accélère la marche. On ne sait pas où, mais on accélère. Oui, mais est-ce qu'on accélère avec une voiture qui a des pneus crevés? Ben, je pense qu'on accélère, on commence même à tourner un peu. Oui. On semble quitter le bloc occidental pour aller du côté de... Très bien. Alors, il y a un problème. C'est le problème, en fait, des conditions de vie de la population, conditions de vie donc des citoyens. Bon, il y a en fait
quand on regarde, par exemple, le taux de chômage des jeunes, puisque c'était l'année de la jeunesse en 1924, les résultats qui avaient été affichés ne sont pas atteints, premièrement. Deuxièmement, quand vous voyez le taux de pauvreté de l'économie, vous avez 51 à 57% de nos compatriotes qui vivent avec moins de 3 $ par jour. Vous avez aujourd'hui, de façon très concrète, des familles congolaises qui ne font qu'un repas. Un seul repas. Bien, les hôpitaux sont en grève, ouais. D'accord. Le système éducatif. Alors, j'avais interviewé le président il y a d'autres temps. Il m'avait dit ceci de façon très benoîte. Vous savez, M. Pambou... De façon quoi très benoîte? Oui, c'est-à-dire que, M. Pambou, nous avions, avant 80, un taux d'alphabétisation qui était autour de 80%. Maintenant, on a laissé tout tomber, tout est par terre. Oh. Oui, lui, il me l'avait dit. Et moi, je me suis dit, bon, allez, avec le respect que je devais quand même au président de la République, j'aurais pu rétorquer en disant, mais monsieur le président, c'est vous qui étiez aux affaires. Je n'ai rien dit, je fais comme si je n'avais rien entendu. Oui, non, mais je l'accepte. Alors, 66 ans après, tout va mal, Lucien. Mais oui, pour résumer. Mais pour résumer, pourquoi? Parce que... Et peut-être il y aura un grand défilé en plus le 15. Oui, mais l'objectif n'a pas été celui-là. C'est-à-dire l'objectif d'améliorer les conditions des Congolais n'a pas été cet objectif, je dirais, final. Et en plus, pourquoi? Mais parce que ça reste dans l'ordre du discours. On va diversifier la production, on va diversifier ceci, etc. Et pourtant, je défends l'homme politique stratège. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de contradiction chez moi. Je défends ça sous l'homme politique stratège qui a réussi à réduire en ayant effectivement l'opposition. Mais dans le même temps, ce que je... Réduit quoi? Réduit à néant l'opposition? Il n'y a plus d'opposition. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Écoutez, il y a des opposants qui existent au Congo. Mais des opposants. Enfin, il y a des opposants, mais... Avant que je complète ma question, je reprends. Il y a des opposants encore au Congo ou pas? Ça existe, mais on les entend plus. Oui, il y a des opposants. Ah, les deux qui sont en prison, ce sont quoi, des enfants de cœur? Mais on les entend plus. D'abord, ils sont en prison, hein, d'accord. Et puis les autres qui sont à l'air libre. Pourquoi vous dites qu'il a réussi à réduire à néant l'opposition? Enfin, bon, Oui, non, mais... Je ne savais pas que c'est lui qui mais ce n'est pas un compliment. Hein. Oui. Ce n'est pas un compliment. Peut-être une stratégie politique qui fait en sorte qu'il domine sur l'opposition. Ce n'est pas un compliment. Je termine simplement le problème, parce qu'il faut aussi des perspectives. C'est bien, il faut des perspectives. Après, je suis d'accord avec vous, Lucien. Oui. Je pense que peut-être que chacun fasse son examen de conscience, 6 ans après, opposition comme majorité. Et tout à fait, pour laquelle, Et dans les perspectives, il faudrait que le social... soit au cœur des 5 ans qui restent au président de la République. Bien. Nous avons suffisamment d'argent, le pétrole nous rapporte suffisamment. Pas très sûr. Oui, non, pas très sûr, mais parce qu'il est détourné. Parce qu'il est détourné. Il n'est pas à la place où il faut, tout simplement. Bon, Maître Ben Luther. Oui, merci Carlyle. Moi je pense que alors le Congo a connu 6 républiques, 6 républiques. Et durant tous ces, si on fait l'analyse en fait un peu de toutes ces républiques, je pense que je dirais que le Congo a eu plus à son actif des crises politiques que des prouesses en fait économiques. Durant toutes les 6 républiques, on a beaucoup plus eu des crises politiques, on a beaucoup plus eu des appétences politiques, donc que des prouesses économiques. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut mettre à l'actif du président Sassou, c'est d'avoir réussi à stabiliser le pays, même si on peut noter des événements parfois malheureux dans le pool, etc., mais qui a réussi vraiment à faire asseoir l'autorité de l'État, qui a réussi à faire stabiliser les institutions. Mais d'un point de vue économique, honnêtement, il n'y a pas d'avancée assez notable. Il n'y a pas d'avancée assez notable. Oui, il y a des efforts qui sont faits, mais bon, les efforts sont faits. Aujourd'hui, on se retrouve avec une dette qui est quand même colossale, même si on voit que le gouvernement, enfin les 2 gouvernements, Anatole Kolini Makosso, essayent quand même de faire des choses. Mais économiquement parlant, je pense qu'aujourd'hui, le pays est très loin de pouvoir espérer à quelque chose. Oui, bon, je ne vais pas là dire que voilà, parce que c'est une crise qui existe un peu dans la plupart des pays, etc. Je vais rester focus que sur le Congo. Je pense qu'on a eu assez d'argent
On a eu assez d'argent. L'argent des générations futures au passage. L'argent des générations futures, etc. Mais je pense que l'argent a été, à mon sens, mal géré, dilapidé pour autre chose. Mal géré, dilapidé. Voilà. Donc tout va mal. Mais les efforts, c'est les euphémismes. Les efforts sont en train d'être faits pour remettre le Congo sur les rails. Vous avez remarqué qu'on a pris le temps pour aller dans l'histoire, hein, donc avant de revenir. Si c'est fait à dessein, je pense que les Congolais seront au travers de cette émission. Alors, 66 ans après, il faut dire que sur les 66 ans, M. Denis Sassou Nguesso totalise à lui seul plus de 40 ans. OK? Donc, il ne faut pas diluer les responsabilités. Première chose. Deuxième chose, de tous ses prédécesseurs sont morts, sont plus de ce monde. Il est le seul. Donc, aujourd'hui, je le regarde dans les yeux pour dire, M. Denis Sassou Nguesso, ça fait 30 ans que vous êtes revenu dans les conditions dont on sait. Vous avez promis, vous avez dit aux Congolais que l'Issouba n'était pas un démocrate. Aujourd'hui, le Congo, sur le plan politique, c'est une démocrature. Pour un euphémisme, c'est une dictature. Sur le plan politique, vous avez dit que l'Issouba ne respectait pas les libertés politiques. Aujourd'hui, j'ai Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, qui totalisent 10 ans. Leur seul tort d'avoir concouru aux élections en 2016. Sur le plan économique, je dis à M. Denis Sassou Nguesso, en le regardant dans les yeux, qui regarde ses enfants, il y a une vidéo d'une influenceuse congolaise qui m'a fait pleurer ce matin, Danicia. Je lui fais un clin d'œil. La petite jeune, elle va au fleuve pour aller pêcher et malheureusement, elle a pêché là un stock lorsqu'elle arrive à Brazzaville pour envoyer à Pointe-Noire et autres. Il n'y a pas d'électricité. Elle a un petit groupe électrogène. Il n'y a pas de gasoil dans le pays. Et donc, elle a balancé ce matin une vidéo en pleurant. On dit, mais papa, on fait quoi? Il paraît que dans la fonction publique, il n'y a plus de boulot. Bon, je me débrouille, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gasoil. Je fais quoi? Il faut serrer la ceinture. Bon, je dis à M. Denis Sassou Nguesso en regardant dans les yeux, aujourd'hui, tous les grands hôpitaux sont en grève. C'est-à-dire que le système sanitaire est chaotique, 30 ans après, depuis qu'il est revenu dans les conditions qu'on sait. Je dis à M. Denis Sassou Nguesso, le système éducatif congolais. Je prends seulement l'exemple des passeports. Il y a des jeunes au Congo qui sont à Brazzaville, qui ne peuvent pas bouger parce qu'il n'y a pas de passeport. Et je dis à M. Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il pense? Le Congo lui a tout donné. Je dis bien tout donné. Il a connu que la rente administrative et la rente de l'État. Sassou Nguesso n'a jamais travaillé dans le privé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il laisse aux Congolais? La dette, aujourd'hui, nous sommes revenus. Comme en 92, lorsqu'il a cédé, lorsqu'il a eu l'alternance à l'Issouba, le Congo est devenu l'un des pays les plus endettés. Et on ne parle pas des 14 milliards qui ont disparu des générations futures. Et donc, aujourd'hui, lorsque tu vois le bilan politique, le bilan socio-économique et la perspective, je dis les 106 ans après, il y a les Congolais qui commencent à regretter même le colon. Est-ce que vous voyez l'insulte que nous sommes en train de prendre dans la gueule à cause d'un homme? Il ne peut pas se défausser 40 ans sur les 66 ans. Et pour moi, comme disait le président Laurent Gbagbo, lors des 50 ans, il avait dit quoi? Il dit les Africains, on va commémorer l'indépendance. Ils se mettent à danser. Ils se mettent à danser. Et aujourd'hui, là, je vois quoi? En Côte d'Ivoire, on nous a fait les unités spéciales avec des armes, machin quoi. Au Gabon, c'est la même chose. Bon, demain, le 15 août, on va voir aussi les unités spéciales de Serge Oboa. Bon, le Congo, c'est quoi? C'est montrer au peuple les armes pour les tuer? Ces hommes, M. Denis Sassou Nguesso, je pense qu'il est temps qu'il c'est l'antonomase, comme je l'avais défini. Il est temps qu'il passe. Il était élu jusqu'en 2000. C'est malheureusement pas une qualité, mais c'est plutôt une 2031. Une malédiction. 2031. Oui, mais l'antonomase, c'est la malédiction du Congo. J'aimerais quand même dire un mot de fin, si c'est le cas. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on entre en politique
pour élever le niveau de vie et de conscience de ses concitoyens. Ça, c'est clair. C'est pour cela qu'on entre en politique. Ouais. Si on veut s'enrichir, on devient homme d'affaires, on crée les activités, on répond aux besoins des gens et on s'enrichit. C'est ça. Alors le problème que nous on a au Congo, c'est que les gens considèrent qu'entrer en politique, c'est pour s'enrichir et pas pour élever le niveau de vie et de conscience des Congolais. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on en revient, ça a été dit, que la dette explose encore. Parce qu'il faut quand même qu'on se le dise. C'est-à-dire qu'entre 2000 et 2012, le Congo a dégagé des excédents budgétaires qui ont avoisiné quasiment 14 000 milliards de francs CFA, des excédents budgétaires qui étaient déposés sur un compte de stabilisation des recettes pétrolières. Cet argent a disparu. Et entre-temps, en 2010, le Congo a atteint le point d'achèvement de PPTE, de pays pauvres le plus très endetté. En fait, sur 13,7 milliards de dettes à cette époque-là, en 2010, il y a 9 milliards de dettes qui ont été effacé. Donc le Congo était revenu qu'à 2 milliards de francs, à 2 milliards de dollars de dettes. Mais aujourd'hui, ça a encore augmenté. La question, c'est tout l'argent là, ça va où? On est Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que les Congolais, et puis il faut aussi sortir un peu de la léthargie, parce que c'est bien de se plaindre, c'est bien, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités, et ça, si on veut que les choses changent, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et l'opposition, et pas forcément au Congo, hein, dans toute la l'opposition, c'est surtout l'opposition qui laisse faire les choses. Bon, mais la classe politique, mais de manière générale, je pense même... Oui, pardon, mais de manière générale. Non, mais c'est ce que je voulais faire comprendre. C'est les intellectuels, c'est les ministres. Après, je suis désolé, mais la classe politique aussi a aussi sa responsabilité. Ça, c'est un fait. Il ne faut pas exonérer. Ça dit que les responsabilités ne sont pas les mêmes. Les responsabilités ne sont pas les mêmes. Les niveaux de responsabilité ne sont pas les mêmes, mais chacun a son lieu et à sa place doit prendre ses responsabilités. Quand je parle de classe politique, je pas de manière péjorative, mais c'est vrai que les citoyens ont aussi eu confiance à un moment à une certaine partie de la classe politique. C'est clair. Et quand on voit les mercatos qu'on subit, ça devient très rapidement. Oui, une minute. Et je pense que sur cette question, on a tous dressé à peu près un constat qui est... on est tous unanimes à peu près sur ça. Mais il ne faut pas non plus donner l'impression qu'actuellement, c'est vrai que 40 ans, pour moi, c'est beaucoup. Mais il ne faut pas non plus donner l'impression que rien ne se fait au Congo. Je le rappelle que moi, j'étais au Congo il n'y a pas longtemps. Je vois que la République du Congo est reliée avec avec les pays voisins, par des voies de communication. Vous pouvez sillonner aujourd'hui le Congo du nord au sud. Vous pouvez faire tous les départements, sauf peut-être encore le département de la Lukwala. Non, il n'y a pas de main. C'est ça aussi, il faut saluer. Mais en fait, il faut aller jusqu'au bout de chaque enfant. C'est-à-dire que les voies de communication sont faites pour acheminer des produits. Mais laissez-moi parler. Si vous me coupez, c'est là que j'allais en venir. Mais c'est ce qui se fait pour le commerce. Mais s'il n'y a pas de produits pour acheminer, finalement, vous coupez alors que c'est ça sur à quoi je voulais en venir. Si vous avez déjà fait par exemple la route Brazzaville-Pointe-Noire, vous allez voir que tout autour de la route, il se développe une véritable économie informelle. Si vous avez fait la route, par exemple, Brazzaville, on va dire Brazzaville, Cameroun, etc., vous voyez qu'il y a des marchandises. Mes chers confrères, il y a la libre circulation. Est-ce que l'économie informelle profite à l'État? Il y a la libre. Vous avez dit une minute. Mais on me coupe, car je ne peux même pas parler, en fait. En fait, à chaque fois qu'on veut dire un truc positif qui va au pays, on coupe, en fait, parce qu'on est dans des considérations politiques, tout simplement. Mais oui, mais à la vérité, nous... Toi, tu non, ça c'est pas l'objectif. Moi, j'y étais. Parce que nous, c'est l'État qui nous intéresse. J'ai fait tous les départements du pays, sauf le département de la Lukwala. Et vous voyez, je suis objectif. Où il y a encore, qui n'est pas encore assez développé. Mais tous les départements, j'ai fait en voiture. De nuit comme de jour, en voiture. Vous voyez, en voiture. Ça, on peut saluer. J'ai vu comment la libre... 66 ans j'ai vu comment il y a la libre circulation des marchandises, des personnes, etc. Le doyen parle. Il était au ministère du Tourisme, par exemple. Mais le tourisme au Congo, il a porté quoi? Est-ce qu'il peut citer un seul élément qu'ils ont fait? Vous faites une fixation sur des marchés. Il est comptable du bilan. Il est comptable du bilan. Je le connais. Mais il fallait lui poser peut-être une question. Mais je voulais poser une question. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? 2031, il sera candidat. Voilà, peut-être c'est ça. Même Maître Brissamba. Non, il y a juste maître. Karim, il y a un hashtag, un clin d'œil à nos enfants ici. Et je suis très heureux de voir nos enfants de la génération 3.0. Ils ont lancé un hashtag. Hashtag, on dit ça? Hashtag, c'est dur d'être congolais. Eh oui. En témoignant
sans des trucs politiques. Ils disent, moi j'ai besoin d'eau, moi j'ai besoin d'électricité, moi j'ai besoin de mon passeport. C'est dur d'être Congolais. Et je leur dis, continuez. Ça, c'est très dur. Continuez, parce que ce n'est que de cette manière-là que toutes les forces vives feront en sorte que ce Et pays qu'est-ce que l'opposition propose? Merci. On n'a pas de contre-pouvoir. Non, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a Mais ce rien. n'est pas un compliment. Parce que quand vous êtes dans un État où il n'y a pas de contre-pouvoir, le problème, c'est le pouvoir. Mais que l'opposition se batte il y a une pour opposition ou pas? L'opposition n'existe pas, vous voulez qu'on fasse quoi? Oui, Vous voulez que les gens fassent quoi? Après, Non, c'est pas derrière, regarde. Que l'opposition se L'opposition, vous faites quoi? mais messieurs, Je crie pour dire que ça Messieurs. Il écrit. J'écris, je le dis. Merci. C'est autonomase. Mais il peut épouser une opinion, c'est la démocratie. 66 ans. On ne vous empêche pas d'être opposant. Il peut épouser aussi une opinion. Soyons Moi, je ne me démocrates. considère pas comme opposant. Soyons Moi, je me démocrates. considère comme poursuivant l'intérêt général. J'ai travaillé à la Vous avez opposition fédéré politique. les opposants Tu veux que ici je à te Paris. répète? Oui. Pourquoi le gars n'a pas été travaillé à la invité? opposition En tant Messieurs, qu'opposant, chers téléspectateurs, on est encore en direct, vous savez ça? Il avait d'autres Mais problèmes. en opposant, Non. en opposant. en tant qu'opposant, Tu as plus Guy d'opposition. Messieurs, Mafoudiba est en exil Mais parce oui. que ton automase a instauré une Menez des actions. Personne ne voit pas. Voilà, 66 ans. 66 ans après. Il faut être sérieux. Je suis en exil pour le plaisir de faire Mais plaisir à personne Lucien. n'a dit Lucien, que- Ici, les activités, Lucien. Je dis que j'interviens Regarde, pas. messieurs, Oui, il ne peut pas librement rentrer au pays. Oui, mais moi j'écris aux Non, autres. messieurs. Cher Aîné, Voilà. vous avez Ben, invité Ben. l'opposition ici, c'est pour mener les activités. Bien Même sûr. ici en France, on ne Regardez, nous empêche pas de mener les non, activités. messieurs, regardez. Des veilles Regardez, patriotiques, mais ça n'existe pas. Ben, non. Regarde, on a bien commencé l'émission, on t'a mis très mal. C'est pas bien. Il a pris l'exemple des jeunes qui font des hashtags pour revendiquer des choses. Vous êtes quand même des personnes âgées. Ah non, on a Je apprécié vous ça. calme On a ça sur le apprécié. plateau. C'est pas très sérieux. 66 Non, ans non, après, non. On a faites apprécié. des examens de conscience aussi dessus. On a Bonne soirée à apprécié, vous. mais tout-